La peinture, on l'imagine souvent accrochée dans des musées lumineux, admirée en silence par des touristes qui hochent la tête d'un air connaisseur. Mais d'un autre côté, il y a des tableaux qu'on aurait probablement préféré ne jamais voir. Derrière les Monet, les Renoir, il existe un tout autre monde. Celui des artistes qui ont choisi de représenter l'ombre plutôt que la lumière, celui de ces artistes qui ont transformé leurs démons en peinture. Cette vidéo est en format iceberg. Plus on avancera, plus les artistes ou les œuvres abordées seront obscures, bizarres ou méconnues du grand public. Vous croiserez au cours de cette vidéo quelques créations qui ne sont pas des tableaux à proprement parler, mais croyez-moi, elles méritaient amplement leur place ici. Sur ce, on vous souhaite une bonne descente. « 1819. Alors sourd depuis plus de 25 ans et rongé par la maladie, le peintre Francisco de Goya s'exile à la Maison du Sourd, nom donné par son ancien propriétaire qui souffrait également de surdité. C'est là-bas qu'il créera sa fameuse série des peintures noires, dont il tapissera les murs de la bâtisse. Ces tableaux sont déjà très sombres quant aux couleurs et à leur thématique. On parle de scènes mythologiques réinterprétées de manière brillante mais sanglante avec des luminosités dramatiques, de visages grotesques qui percent l'ombre et de pas mal de sorcellerie. Goya a toujours eu une drôle de relation avec ses tableaux. Il avait remplacé toutes les peintures de scènes campagnardes illuminées qui se trouvaient dans la maison par ses visions cauchemardesques, qui semblaient être en vérité des reflets de ses peurs de la mort et de son regard sur la politique de son pays. Il finira par tous les abandonner dans la maison en 1824. Ses œuvres constituent aujourd'hui certainement d'ailleurs son plus grand chef-d'œuvre, mais il y a un tableau traitant de sorcellerie qui m'a toujours mis particulièrement mal à l'aise. Pourtant peint en 1798, bien avant les tableaux noirs, bien avant que son pessimisme ne se mette à distordre ses toiles. À l'inverse des black paintings que Goya n'avait montré à pratiquement personne, cette œuvre fait partie d'une série de peintures, commandée par le duc d'Osuna et sa famille, une famille proche du peintre mais aussi fascinée d'ésotérisme. Ce tableau aurait-il donc été commandé dans le but de dépeindre ou de perpétrer un rituel ? Une chose est claire, ces deux personnages sont terrifiés par ces probables sorcières, occupées quant à elles à aspirer le sang ou l'âme de cet individu. Je ne parle même pas de cette âne qui les observe dans l'ombre, vraiment, tout est bizarre. L'aspect flottant des sorcières, le fait que rien ne fasse sens, car oui, elles ne prêtent même pas attention à ces deux individus terrifiés qui pourtant ne les voient même pas. Ce qui peut en vérité nous éclairer, ce sont les chapeaux des sorcières, qui sont des corozas, une sorte de longue coiffe en carton imposée par l'Inquisition espagnole aux hérétiques comme symbole de pénitence publique. Voilà la clé de l'énigme. Ce tableau a été réalisé lors du déclin de l'obscurantisme en Espagne, au moment où la peur de ces croyances occultes a commencé à laisser place à l'intérêt des milieux aristocratiques. Pour les milieux huppés, la peur des sorcières devient alors un symbole d'ignorance. Et l'âne chez Goya, c'est littéralement cette incarnation même de l'ignorance. Les sorcières ont vu leur pouvoir être conféré par l'Inquisition. Elles émergent des peurs irrationnelles propagées par cette dernière. Ici, les deux personnages se bouchent les oreilles, se cachent les yeux en proie à la terreur alors que ce qu'ils imaginent se passer au-dessus d'eux n'existe que dans leur tête, pendant que l'ignorance les toise, dissimulée dans l'ombre. Mais ayant fait le choix de se cacher les yeux, ils ne la verront pas non plus. Cette scène, c'est la matérialisation d'une société à qui l'Inquisition a menti, une satire commandée par un aristocrate qui voyait cette critique comme une manière de s'élever socialement. À ce moment-là, Goya était d'ailleurs convaincu que c'était l'ignorance qui amenait à la violence et à la monstruosité. Un regard qui changera 10 ans plus tard, pendant la guerre d'indépendance espagnole. Là, plus de satire, il vit dans la peur et la méfiance. Les scènes du quotidien qu'il continue de représenter sont parmi ses plus grands chefs-d'œuvre, mais sont remplies d'une violence tristement réaliste. Vous connaissez certainement ce tableau qui se réfère au massacre de civils espagnols pendant la guerre d'indépendance contre les forces napoléoniennes. Là, il n'avait plus la force de jouer l'ironique. L'ukiyo-e. C'est le nom du mouvement dont fait partie la fameuse vague d'Okusai, ces inquiétantes estampes qui immortalisent des êtres surnaturels d'apparence grotesque, mais aussi ce genre de scènes extrêmement perturbantes.
Au début du XVIIe siècle, Ieyasu Tokugawa accède au statut de shogun et s'installe dans un petit village du nom d'Edo, qui deviendra bien plus tard le Tokyo qu'on connaît aujourd'hui. Débute alors l'ère d'Edo, une période d'isolement quasi complet vis-à-vis du reste du monde, mais surtout une période empreinte des mécanismes de contrôle qu'exerçait le shogun et les siens. En quoi est-ce que c'est important dans notre histoire ? Eh bien, disons que les marchands ont rapidement été relégués tout en bas de l'échelle sociale, sans aucun droit politique malgré la prospérité économique nouvelle du pays. Dans ce contexte, beaucoup d'entre eux vont s'enrichir, mais sans jamais pouvoir avoir le moindre impact sur leur société. C'était littéralement l'idée de base du shogun, empêcher à tout prix qu'une classe bourgeoise non guerrière puisse mettre à mal l'équilibre du Japon. Mais n'ayant plus moyen d'avoir un impact sociétal concret, la classe marchande va se rabattre sur les petits plaisirs de la vie. La compagnie des courtisanes du quartier des plaisirs d'Edo, le théâtre kabuki à ce moment-là en plein développement, les parades nocturnes et autres divertissements. C'est précisément cela qu'illustre l'ukiyo-e, l'image du monde flottant, expression qui décrit ce monde de plaisir dont seuls des souvenirs nébuleux émanent de la veille. En parallèle fleurissent les débuts des affiches du théâtre kabuki, mais aussi ses livrets illustrés de scènes du quotidien, qui établissent les fondations de l'ukiyo-e, mouvement qui se développe notamment grâce à l'estampe. Une technique qui requiert une précision extrême et qui consiste à graver des planches de bois pour chaque couleur de l'illustration afin de s'en servir de tampon d'impression. Le panel de sujets que traitent les artistes d'ukiyo-e s'est grandement élargi au fil du temps. Cependant, un élément est toujours resté le même, l'authenticité, au travers de visions de scènes du quotidien, de témoignages historiques, de paysages, un art traitant de toutes les facettes du folklore japonais de l'époque d'Edo, et parmi elles, évidemment, une facette plus étrange, parsemée de créatures grotesques aux yeux écarquillés, aux bouches béantes, celle des légendes. Vous connaissez forcément les yokai, ces créatures surnaturelles du folklore japonais qui peuvent s'apparenter à des démons, à des esprits espiègles ou pour beaucoup à des fantômes. Ces figures spectrales font partie du folklore de cette époque et il y a énormément d'artistes qui se sont prêtés à l'exercice d'illustration des yokai, notamment le maître Kusai lui-même avec sa série des 100 histoires de fantômes dédiées aux atmosphères brumeuses et nocturnes de l'après-vie. Une après-vie effervescente qui se manifeste dans les villages japonais une fois la nuit tombée, des esprits dansant dans les rues sous les lanternes. C'est ce qu'on appelle le Yaki-Yagyo, une vieille légende qui raconte qu'une fois par an, lors d'une nuit d'été, les yokai les plus étranges et grotesques déferleraient sur les rues du Japon dans une parade perturbante et festive à la fois. Une vieille légende très souvent illustrée dans l'ukiyo-e où ces manifestations surnaturelles deviennent presque des esprits rassurants qui hantent les rues mais les animent surtout. Il y a une énorme influence du théâtre kabuki dans ces dépictions de légendes où l'exagération donne aux monstres un côté presque sympathique. Mais rappelons-le, ces estampes ont toujours un côté terre-à-terre. Les monstres ne sont pas symbolisés, ils sont réellement présents et dansent dans les villages, et forcément, lorsqu'une légende ou un fait divers dépeint des événements vraiment perturbants, rien dans l'estampe ne sera sous-entendu. Citons la fameuse série des 28 meurtres célèbres de Yoshitoshi ou l'infernale maison solitaire sur Adashimore, peinte juste après l'ère d'Edo. Une impression brute qui va à l'essentiel, inspirée d'un vieux conte, la sorcière d'Adashigahara. Elle serait d'apparence une vieille femme solitaire qui tuerait ses victimes pour se délecter de leur chair et de leur sang, privilégiant les femmes enceintes pour extraire le sang du fœtus. Sur cette estampe, l'horreur est dans l'attente, ce n'est plus qu'une question de temps et la situation est désespérée. Dans les siècles suivants l'ère d'Edo, le mouvement évoluera en même temps que le pays, moins d'acteurs kabuki, moins de légendes, mais une modernisation constante, un changement perpétuel, un nouveau type de monde flottant. La décollation de Saint Jean-Baptiste, c'est un événement biblique documenté dans l'évangile de Marc et Matthieu, qui décrit la décapitation du saint en question. Une mise à mort qui a toujours été dépeinte de manière sanglante, brutale, ou au contraire extrêmement froide dans l'histoire de l'art. Cette violence sert évidemment un côté moralisateur. Ne faites pas comme lui, ou vous allez finir comme lui. Ce qui érige clairement ces tableaux gore en des sortes de fragments d'histoire. Mais il y a une représentation nettement plus troublante que toutes celles que je viens de vous afficher, celle d'un artiste dont le génie ne fait plus débat depuis bien longtemps, le Caravage. Au lieu de la mise en scène dramatique habituelle, le peintre propose un regard presque documentaire. De profil, la scène est mise à plat. On insiste sur l'événement de manière objective, pas sur l'interprétation religieuse. La tête est encore accrochée au cou, tandis que le saint continue d'agoniser, que son bourreau se prépare à finir le travail. La coupole dorée attend d'être ornée de la tête tranchée, et quant à cette vieille femme, elle ne se couvre pas les yeux face à l'horreur,
mais plutôt les oreilles. Bizarre. Et deuxième truc bizarre aussi, la signature dans le sang. Caravage ne signait pourtant jamais ses toiles. Et en plus de ça, il faut savoir qu'au moment où il peint l'œuvre, il est littéralement condamné à mort, comme Saint Jean-Baptiste. Le peintre a toujours eu cette réputation d'homme sanguin, impulsif, qui pouvait se montrer vraiment dangereux. Heureusement pour lui, ses connaissances dans la haute société, hypnotisées par ses œuvres spectaculaires, l'ont toujours protégé. Il sera au cours des années suivantes arrêté à de nombreuses reprises pour bagarres, port d'armes illégales, bref, son côté agressif ne le quitte pas, et en 1606, c'est la goutte d'eau. Pendant les festivités du couronnement du pape Paul V à Rome, le Caravage qui erre dans les rues avec des amis s'embrouille avec un jeune noble. La situation dégénère et il blesse mortellement le jeune homme. Rapidement condamné à mort, il fuit la ville et fait une tentative désespérée de devenir chevalier de l'ordre de Saint-Jean pour obtenir le pardon du pape. C'est empreint de ce désespoir qu'il peint la décollation. Ce tableau, c'est pas une simple exécution. Il souligne l'horreur de l'agonie, d'un massacre qui n'est pas terminé, que nous avons la sensation d'encore pouvoir arrêter alors que la tête a déjà été tranchée. En signant la toile du sang du saint, il s'approprie d'une certaine manière son agonie, essaye de devenir le martyr à sa place. Vous pouvez m'éviter les souffrances de l'agonie de Saint Jean-Baptiste. C'est possiblement ce que souligne la vieillarde qui se bouche les oreilles. C'est l'atroce râle d'agonie qu'elle appréhende. Ce sont de l'âme qui se délie définitivement de la chair. Finalement, le peintre mourra en 1910 après avoir tenté de regagner Rome par bateau, rongé par la maladie alors que le pape avait finalement consenti à sa grâce. Trop tard. Tout commence en 1880. Le peintre suisse Arnold Böcklin reçoit une commande de la part d'une certaine Marie Bernat. À première vue, sa demande est simple. Elle souhaite avoir un tableau d'un paysage qui est propice à la rêverie. Mais cette commande cache une blessure. Marie est veuve, et cette toile, elle la veut pour honorer la mémoire de son premier mari qui est décédé quelques années plus tôt. C'est pour cette raison qu'elle demande au peintre d'ajouter un élément précieux au paysage, une barque. Ce détail en apparence discret modifie la lecture de l'œuvre. Le rameur évoque Charon, le passeur des âmes dans la mythologie grecque. Et dans cette même barque, on retrouve une figure drapée de blanc. Elle accompagne un cercueil engagé dans un dernier trajet. La végétation et le nom du tableau indiquent un cimetière, et pourtant, aucun symbole religieux explicite n'est présent. Quand on connaît le contexte et qu'on regarde le tableau, j'ai plutôt l'impression que la mort est représentée non pas comme une punition, mais simplement comme la fin du cycle de vie. On naît tous, et on finira tous un jour ou l'autre par monter dans cette barque. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette commande. Cette vision a tellement hanté Böcklin lui-même qu'il ne s'est pas contenté d'une seule toile. Il en a réalisé 5 versions différentes, chacune plus sombre et plus épurée que la précédente. Et cette obsession est devenue contagieuse. Au début du XXe siècle, on trouvait des reproductions partout, et surtout en Allemagne. L'auteur Vladimir Nabokov a même écrit dans son roman La Méprise qu'on pouvait en trouver une copie dans chaque foyer d'Allemagne. Des figures aussi éloignées que Lénine, Clémenceau ou Freud en possédaient une version. Mais l'admirateur le plus sombre reste Adolf Hitler. Lui, il ne s'est pas contenté d'une reproduction. Il a acquis l'original de la 3e version. Il possédait au total 11 œuvres de Böcklin, comme s'il cherchait à s'entourer physiquement de cet univers funèbre. Böcklin n'a jamais donné d'explication précise sur le lieu qui a inspiré cette île, mais des endroits comme l'île Saint-Georges et l'île de Ponticonici pourraient en être la source. La peinture que vous voyez est décomposée en 3 sections différentes. Son nom, c'est le Jardin des Délices, un triptyque réalisé par Bosch. Commençons par la partie de gauche. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la scène est inspirée de l'histoire biblique d'Adam et Ève. On y voit les 2 personnages accompagnés de ce qui semble représenter Dieu. Et ici, ils regardent directement nous, le spectateur, comme si on était complice de ce qui allait suivre. Sur le reste du tableau, on voit des animaux à peu près partout, comme des oiseaux ou ce singe posé sur un éléphant. Mais quand on reste quelques secondes de plus, on commence à remarquer des détails perturbants. Des corbeaux avec une drôle de tête en train de manger des grenouilles, ou encore ce chien bipède avec des yeux globuleux. Bosch nous montre que même dans la création divine, la germe de l'étrange et du monstrueux est déjà présente. Le tableau central, quant à lui, représente un paysage surréaliste, où des centaines de personnages nus s'adonnent à des plaisirs absurdes. On chevauche des animaux,
On s'enferme dans des bulles de verre ou encore on mange des framboises géantes. Pourquoi des fruits ? Parce que c'est le symbole même du plaisir éphémère. C'est sucré quelques secondes, puis la sensation disparaît juste après. C'est une vision de l'humanité qui a perdu sa boussole morale et qui erre sans but dans une orgie de tentation. Le dernier tableau nous met dans une ambiance complètement différente. Déjà, il fait nuit, et c'est pas anodin puisque cette dernière peinture représente l'enfer lui-même. Le contraste est brutal. Bosch transforme les objets de plaisir du panneau central en instruments de torture. Prenons la musique par exemple, souvent associée à la séduction à l'époque. Dans ce qu'on appelle l'enfer des musiciens, les instruments de musique se retournent contre leurs utilisateurs. On voit un homme littéralement crucifié sur les cordes d'une harpe géante. Juste à côté, une chorale est forcée de chanter une partition qui est tatouée directement sur la peau d'un malheureux écrasé sous un luth géant. Au centre de ce cauchemar, on tombe sur un monstre avec une tête d'oiseau assis sur une chaise percée. Son châtiment est une boucle digestive infinie. Il dévore des humains pour les rejeter aussitôt dans une fosse remplie de cadavres. Plus bas à droite, on voit un cochon déguisé en nonne qui force une personne terrifiée à signer un pacte, sans doute pour vendre son âme. À côté, pour punir la vanité, une femme doit se regarder dans un miroir. Sauf que le miroir, c'est littéralement le derrière d'un démon. Et ça s'arrête pas là. On croise des oreilles géantes traversées par un couteau qui avance comme un char d'assaut pour broyer la foule. Ici, un joueur a la main clouée à la table, et là, des patineurs glissent sur une eau gelée mortelle. Quand on s'intéresse à pourquoi Bosch a réalisé ce tableau, il y a plusieurs théories assez folles. Certains pensent que ces visions n'étaient pas de l'imagination, mais des souvenirs bruts. En effet, il y a une théorie selon laquelle Bosch souffrait du feu de Saint-Antoine. Imaginez donc des hallucinations interminables accompagnées d'une sensation de brûlure qui pouvait durer des heures. Ça expliquerait son obsession pour Saint-Antoine qu'il peint sans cesse harcelé par des démons absurdes, comme ce poulet à oreilles de chien sur des patins à glace. Ces tableaux étaient peut-être moins de l'art qu'une prière désespérée, pour que ses propres visions s'arrêtent. Et même s'il était saint d'esprit, la réalité de l'époque suffisait à nourrir ses cauchemars. Bosch a grandi dans une atmosphère d'anxiété religieuse totale. Il était persuadé que les forces démoniaques vivaient littéralement parmi la population. C'est pas pour rien qu'on dit que le XVIe siècle était synonyme de chasse aux sorcières. Vous avez sûrement déjà croisé au moins une fois ce tableau qui s'appelle Le Cri. Pourtant, l'histoire et le contexte derrière sont souvent méconnus. Lorsqu'Edvard Munch a peint le tableau, il raconte en vérité un fragment de sa propre vie. Il aurait été troublé par la luminosité flamboyante du soleil couchant. C'est alors, fatigué et terrifié, qu'il serait resté immobile, pendant que ses amis partaient dans la direction opposée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette peinture fait partie d'une très longue série. Elle a été réalisée par le peintre norvégien dans les années 1890. Une série aux thématiques très sombres, une série plus simplement inspirée de sa propre vie, The Frieze of Life. Tout d'abord, Edvard Munch naît dans une famille à la morale puritaine. Malheureusement, lorsqu'il avait 5 ans, sa mère est décédée de la tuberculose. Désormais, il va vivre avec ses frères et sœurs élevés par son père, Christian, un homme obsédé par la religion et atteint de troubles mentaux. Son état alterne entre des colères violentes et des épisodes de mélancolie profonde. Edvard est d'ailleurs resté persuadé toute sa vie qu'il avait hérité de la folie de son père et de la maladie de sa mère. Et on peut comprendre sa pensée, puisque sa grande sœur Sophie meurt quelques années plus tard d'une forme de la tuberculose. Il avait alors 14 ans et il a assisté à son agonie à domicile. Il dira lui-même à propos des autres peintres illustrant la mort qu'aucun n'avait vécu cette situation jusqu'au dernier cri de douleur. La mort, le deuil, la maladie, voici des thèmes piliers de l'art de Munch. Par exemple, sur le tableau L'enfant et la mort, on observe l'auteur, qui est complètement paniqué devant le lit de sa mère. Cette peinture est cette fois-ci inspirée de la mort de sa sœur. Lorsqu'elle sera exposée à Oslo la même année, la pièce a été rapidement remplie d'individus. Sauf qu'ils n'étaient pas là pour admirer l'œuvre, mais plutôt pour hurler au scandale. Ça s'explique par le fait que le tableau à cette époque n'était pas conventionnel. L'abandon du réalisme, les coups de pinceau visibles et les griffures sur la toile n'ont pas laissé indifférent. Munch est rapidement catalogué comme un artiste provocateur, accusé d'exposer un travail bâclé. Pourtant, l'enfant malade n'est pas une maladresse, c'est plutôt le point de départ de son expressionnisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette rupture s'ancre dans une vie marquée par la maladie et la perte,
au point que l'ombre de la folie n'est jamais très loin. On comprend mieux pourquoi Munch avait peur d'une folie héréditaire, c'est pas pour rien. Une bonne partie de sa famille, dont lui-même, était rongée par le tourment. Par exemple, il a vu sa sœur partir à l'asile à cause d'une mélancolie, qui l'a poussé à avoir une dépression et des idées sombres. Dans son cas, son anxiété déstructurait sa perception de la réalité. Son insécurité le poussait à se sentir observé face aux gens. The Freeze of Life est aussi tristement teinté de son rapport à l'amour. Les peintures reflètent ses relations toxiques qui finissaient toujours par voler en éclats. Le peintre voyait un côté autodestructeur en l'amour, une ambivalence étrange entre la douceur et la souffrance qui finissait par le faire se sentir comme une coquille vide. Dans cette thématique, on retrouve cette peinture qui illustre une dispute avec l'une de ses compagnes, Tula Larsen. Une situation plutôt étrange, on va dire. Sa maîtresse de l'époque aurait simulé la mort sous morphine pendant un jeu érotique, et juste après, elle se serait couchée dans un cercueil entouré de bougies, une mise en scène qui aurait rendu le peintre fou de rage. Finalement, leur relation se terminera à cause des tourments du peintre. Cette rupture donne lieu à Golgotha, un homme crucifié dans l'incompréhension. Il nous fixe sans un bruit et semble même presque déçu. À côté, on voit une femme, qui est possiblement Larsen, en train de prier pour lui. Le premier plan présente ces figures inquiétantes. Elle ne semble pas être venue pour prier Munch, mais plutôt pour profiter du spectacle. Ces tourments ne le quitteront malheureusement jamais. Ils continueront à nuire sa perception du monde et à nourrir le feu de son alcoolisme violent. Ce qui le poussera jusqu'en 1908 à continuer à faire des peintures sous l'influence du vin. À ce moment, il croule sous les hallucinations, souffre de dépression nerveuse et accepte d'être interné dans une clinique privée, où il retrouve progressivement sens à la vie. Les œuvres qui suivront cette période seront d'ailleurs bien plus apaisées, autant au niveau des couleurs que de leur thématique. Edvard décédera finalement en 1944 d'une pneumonie, juste après que les nazis aient catalogué son art comme dégénéré. La vérité, c'est qu'il était l'un des précurseurs de l'expressionnisme, un mouvement caractérisé par cette forme d'abstraction, où les formes ne servent plus forcément le réalisme, mais une émotion. C'est surtout mis en avant par les couleurs criardes, les thématiques philosophiques, faisant des œuvres de Munch des symboles de rupture avec la peinture ultra-académique. Des symboles qui, malheureusement, auront été utilisés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Deux squelettes habillés en bourgeoise, armés de parapluies qui semblent se défier. Une scène plutôt ridicule, mais au centre de l'image, un cadavre est pendu par le cou. Langue tirée vers le sol, sur son torse, l'inscription Civet sous-entend que l'homme est littéralement destiné à la consommation. Autour, des personnages masqués se bousculent aux portes pour admirer le cadavre, certains armés de couteaux comme s'ils voulaient eux aussi leur part du civet, qui semble déjà ficelé aux deux combattants par une toile flottant dans les airs. Lorsque l'un tombera, le corps tombera avec, le laissant au vainqueur. Voilà une joute grotesque destinée à un petit groupe d'initiés où l'on semble se délecter de chair. La scène est théâtrale, le public a soif de morbide, le spectacle en fait rire certains tandis que d'autres sont juste affamés. Le plus dérangeant, selon de nombreux critiques, le civet et le peintre ne feraient qu'un. En fait, au moment où le peintre belge James Ensor achève Squelette se disputant un pendu, il est à l'apogée de son amertume vis-à-vis du monde de l'art. Il est profondément énervé par les étiquettes qu'on lui attribue. Celle de cet artiste fou, perdu dans un souvenir d'un carnaval où les émotions sont dissimulées par les masques distordus, où des squelettes dansent, mais aussi l'incarnent. Chez Ensor, la mort c'est littéralement la seule chose de vrai au milieu d'un grotesque cortège de masques grimaçants. La quasi-totalité de ses œuvres émettent une critique sociétale centrée sur une société hypocrite où tout le monde porte un masque. On se moque, on se montre pour exister dans un amalgame de fausses joies. L'artiste est mort car il est le seul qui a fini par enlever son masque. Derrière, juste la mort, un crâne ou un cadavre. Un morceau de viande donné en pâture aux critiques hypocrites qui se battent pour chacun avoir leur part du gâteau, pour chacun se sentir moins mort d'une certaine manière, pour chacun avoir le droit de remettre le masque et d'exister. Dit comme ça, la situation est risible. Ce critique incompétent qui n'existe concrètement qu'à travers sa critique, alors que les gens qu'il essaye de satisfaire n'en ont que faire de lui, qu'ils sont juste là pour le divertissement et pour le sang, pour eux aussi croquer dans le civet en critiquant l'artiste en société. Chez Ensor, les squelettes dansent en se moquant des vivants qu'ils représentent. Ils sourient car ils connaissent les vérités que les masques ne voient pas et lorsque les masques tombent, la réalité émerge.
Ils sont morts de l'intérieur, vides, se battent pour un cadavre atrophié à coups de balai et de parapluie pour divertir une foule antipathique. Ce qui reste le plus perturbant, c'est cette sensation progressive de rejoindre le public. Nous aussi, nous observons la scène avec curiosité, avec potentiellement de l'appréciation pour le tableau, une potentielle satisfaction par rapport à l'émotion qu'il renvoie. 200 ans plus tard, ce cadavre pendu est aussi notre civet. C'est dans un état de désespoir artistique profond que l'artiste suisse Peter Birkhäuser, qui ne parvenait plus à peindre, découvre les travaux du psychiatre Carl Jung au début des années 40. Sa théorie des rêves le convainc immédiatement, et son approche presque mythologique lui permet de donner sens à certaines de ses souffrances qu'il ne comprenait pas. Chez Jung, le rêve a une dimension morale, presque théologique, une sorte de guide qui montre aux consciences qui clochent pour rééquilibrer la psyché. Le rêve n'est pas un élément anodin, il doit être compris pour aller mieux. Se fascinant pour ses manifestations symboliques et voulant explorer son inconscient, Birkhäuser va passer des années à analyser la théorie des rêves de Jung. C'est donc évident que lorsque cette figure inquiétante va se mettre à le poursuivre durant la nuit, il va lui accorder la plus grande des importances. La blessure du monde dépeint un homme au visage fissuré. Le côté gauche a l'air terrifié, tandis que l'autre est froid, presque méprisant. Il semble chercher à se cacher dans l'ombre, comme s'il nous observait. Plusieurs tableaux du peintre attestent de ses apparitions. L'homme aux deux visages le suit lorsque la nuit tombe, pour le tourmenter, le surveiller. Et cette situation va durer plusieurs années. 4 ans en proie à la hantise de l'homme au visage scindé, comme s'il voulait sortir de son inconscient, être à son tour représenté sur ses toiles. En 1953, alors complètement perturbé par cette entité, Birkhäuser reproduit frénétiquement son visage, ou plutôt les visages, de celui qui le visitait la nuit. Alors, simplement une manière d'extérioriser sa terreur ? Pas vraiment. Le peintre s'est senti obligé de le faire. Il a toujours confessé qu'il avait juste cédé à la compulsion, à la pression de l'homme scindé. On n'a jamais eu la raison psychologique de ces visites nocturnes, mais le peintre les a toujours interprétées comme l'incarnation des paradoxes de l'homme moderne, de la confrontation entre la vision rationaliste qui enferme froidement les choses dans ce qu'elles sont et une vision métaphysique qui terrorise. La rupture complète entre ces deux mondes est exprimée par la cicatrice, celle du monde et aussi la sienne. Un homme à la base rationnel, athée, qui a fini par se fasciner tout à coup pour une vision des rêves presque prophétiques, des visions spirituelles qu'il avait niées toute sa vie, qui se trouve être angoissé face à ces découvertes qu'il documente désormais. Les peintures de Birkhäuser sont des cartographies oniriques. Le vide abyssal de ces fonds nous happe immédiatement et fait ressortir les manifestations de son inconscient, ces chimères étranges de l'esprit. En voyant l'une de ces toiles, on a un peu l'impression de se réveiller dans un état second, d'observer encore à moitié endormi une créature tapie dans l'ombre que la lumière d'une bougie sur notre table de nuit éclaire timidement. Sont-elles réelles ? Birkhäuser n'en avait rien à faire. La seule certitude, c'est qu'elles avaient des choses à lui dire. Au début des années 1900, le peintre britannique Richard Denham Cooper reçoit une commande un peu particulière. Le pharmacien Henry Wellcome le commissionne pour une série de tableaux. Ce dernier a effectivement une énorme ambition, créer un véritable musée sur l'histoire de la médecine. Il lui demande donc de peindre des tableaux allégoriques qui représentent ces grandes maladies qui ont marqué l'histoire. On parle donc de syphilis, de peste bubonique, de choléra, de cancer du sein. La mort a donc une place importante dans les tableaux de Cooper. À cette époque, ces maladies sont très difficiles, voire impossibles à soigner. Lorsqu'on est contaminé, il n'y a plus qu'à attendre que le temps s'écoule, que cette main squelettique nous attrape définitivement. Au milieu de ces dépictions assez évidentes de maladies graves, celle-ci demeure profondément incompréhensible. Un homme nu, inconscient, allongé sur une table d'autopsie alors que d'étranges entités le torturent. Le mystère réside donc en une question. Quelle infection a bien pu l'amener à de tels symptômes ? Une maladie qui donnerait l'impression que l'on vous troue le corps, qui impliquerait qu'on fasse des saignées comme au Moyen-Âge ? Dans les années 1850, on fait la découverte du chloroforme, une molécule anesthésiante surpuissante. En très peu de temps, elle devient la molécule anesthésiante de référence et engendre une réelle révolution médicale. Effectivement, elle permet des interventions chirurgicales impossibles auparavant en raison des mouvements compulsifs des patients et de la douleur insupportable des interventions. Son efficacité est supérieure à celle de son ancêtre, l'éther, qui présentait d'innombrables inconvénients, inflammable, pénible d'optimiser son inhalation et parfois, le patient souffrait quand même le martyre. Le chloroforme était donc beaucoup plus simple à administrer et il semblait, dans un premier temps, être la solution miracle.
Mais si aujourd'hui on l'utilise plus, c'est parce que la molécule est particulièrement toxique pour le foie, pour le système nerveux, et que c'est un dépresseur cardiaque violent. Cette molécule n'était donc pas sans risque et amenait aussi à d'autres effets secondaires vraiment étranges, que le peintre peut expérimenter lui-même lors d'une opération de l'appendicite. Après l'opération, il dit s'être senti assailli par des hallucinations, avoir perdu le contrôle de son corps qui ne bougeait plus, une sorte de paralysie du sommeil alors qu'il sentait sans pourtant la moindre douleur les instruments chirurgicaux charcuter sa chair. Une expérience psychique intense qu'il décrit comme une vraie torture. S'il a pu être à la base de ce progrès, le chloroforme c'est donc aussi un médicament imprévisible qui induit des états de délire et une profonde désorientation. La liste d'effets secondaires honnêtement est longue comme le bras, vomissements, vertiges, somnolence, convulsions, coma, bref, à peu près tout ce qu'on pourrait attendre de l'inhalation d'un solvant. On disait d'ailleurs symboliquement dans la littérature médicale anglaise à propos du chloroforme, l'opération a réussi, mais le patient est mort. Ce tableau n'a donc jamais dépeint une maladie et porte le désespoir présent dans l'univers de Cooper à un autre niveau. Soit la maladie et la décomposition, soit un traitement amenant parfois à des traumatismes. Lorsqu'on s'intéresse aux peintures artistiques pour la première fois, on se rend vite compte que les huiles sur toile que l'on connaît ne représentent qu'une petite partie de ce qui existe réellement. C'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à tomber sur des artistes qui avaient un style de dessin complètement en marge des codes habituels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez Ralph Steadman. À ses débuts, dans les années 60, c'était un caricaturiste britannique assez conventionnel. Mais très vite, il a ressenti le besoin de briser cette rigidité. Pour lui, dessiner quelqu'un de manière jolie ou académique est un mensonge. Il est convaincu que pour atteindre la vérité brute d'un sujet, il faut passer par la déformation. C'est dans la laideur qu'on perçoit selon lui le vrai caractère d'une personne. Et nous justement, on va s'intéresser à ces peintures qui ont été initiées d'abord par le fruit du hasard. Dans ses dessins, il va prendre de l'encre et le jeter délibérément sur le papier. C'est de cette manière qu'il commence plusieurs de ses créations, et qui donne à la peinture un côté instable et frénétique que je trouve personnellement fascinant. Le style de Steadman est reconnaissable à ses éclaboussures d'encre massive. Cette technique lui a permis d'exprimer certaines émotions encore mieux que s'il avait tout dessiné à la main. Par exemple, regardons son œuvre intitulée Unloved Pet. Elle est née d'une simple tache d'encre jetée au hasard. Il l'a ensuite transformée en une créature si cauchemardesque qu'il a avoué avoir peur de sa propre création. Et si vous trouvez que cette peinture est terrifiante, laissez-moi vous montrer celle qui cache une histoire encore plus sordide, depuis que Steadman a fait la rencontre d'un certain homme. Cette personne est Hunter Thompson, un journaliste rebelle et surtout le père du journalisme gonzo. Le gonzo, c'est un style où l'artiste plonge au cœur de l'action pour livrer un récit où son propre ressenti et ses émotions deviennent plus importants que les faits réels. Et c'est dans ce style que Steadman va plonger puisqu'il va désormais collaborer avec Thompson. Et je peux vous dire que ses dessins ont beaucoup changé. Sauf que pour comprendre comment Steadman en est arrivé à là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur le personnage de Thompson, parce que c'est lui le vrai détonateur. C'est l'homme qui a fait basculer la vie de Steadman vers quelque chose de beaucoup plus sombre, et je peux vous dire que c'était pas toujours pour le mieux. Par exemple, un jour, ils étaient sur un bateau et Steadman avait le mal de mer. Il a demandé à Thompson s'il avait pas quelque chose contre la nausée, et il lui a donné du LSD, sans lui dire. Et ça s'arrête pas là, puisque Steadman, en plein délire, est allé vandaliser des yachts de luxe en taguant des phrases comme « fuck le pape », pendant que Thompson tirait des fusées détresse dans toutes les directions. Enfin bref, voilà un exemple de leur relation, et je me devais de vous parler de cette anecdote pour que vous compreniez l'influence qu'il a eue sur Steadman. Maintenant, revenons à ces tableaux. En 1970, ils sont envoyés ensemble couvrir le Kentucky Derby, une course de chevaux qui se déroule chaque année aux États-Unis. Et au lieu de dessiner les chevaux, Thompson donne une mission bien plus sombre à Steadman. Plutôt que de vous expliquer ce qu'il lui a demandé de faire, je vous affiche directement la création. Honnêtement, je trouve ça plutôt bien fait. Mais il y a quelque chose qui saute aux yeux. Il n'y a pas un seul cheval. Non, Steadman s'en fiche de la course. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a littéralement écorché la foule. Regardez ces visages. Est-ce qu'on peut encore dire qu'ils sont humains ? On dirait des créatures boursouflées qui sont en train de fondre sous leur propre mépris. C'est là qu'on comprend que la caricature n'est pas toujours faite pour rire. C'est aussi un outil qui permet de dénoncer la laideur humaine.
Il y a à peu près un siècle à Londres, on pouvait retrouver une chambre qui paraissait banale. Un petit espace loué dans un quartier ordinaire. Rien ne distinguait vraiment cette pièce des centaines d'autres que la ville abritait. Pourtant, une idée particulièrement sombre s'y était accrochée. L'artiste Walter Sickert y avait vécu un temps au début du XXe siècle. La propriétaire lui avait raconté que le locataire précédent n'était pas n'importe qui. Elle affirmait que cette chambre avait appartenu à Jack l'Éventreur, un tueur en série londonien qui n'a jamais été identifié. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que ce soit bien lui qui ait vécu dans la chambre, Sickert restait fasciné par cette possibilité. C'est dans ce contexte qu'il a peint Jack the Ripper's Bedroom en 1907. La peinture a été faite de sorte qu'on puisse voir l'entr'ouverture de la porte. Au centre, près de la commode, on a l'impression de voir une sorte de masse sombre. Je sais pas exactement ce que c'est. Difficile à dire s'il s'agit d'un meuble ou d'une présence humaine restée imprégnée dans les murs. Pendant longtemps, ce tableau est resté comme une curiosité dans sa carrière. Sickert était connu pour ses intérieurs sombres et sa peinture rugueuse. Mais son obsession pour le sordide allait plus loin. Dans sa série The Camden Town Murder, il peint un homme habillé. Il est assis au bord d'un lit où une femme nue est allongée sans vie. Pour l'une de ses toiles, il est allé jusqu'à utiliser le même modèle que la victime d'un fait divers réel. C'est cette frontière entre l'art et le crime qui a nourri les théories les plus extrêmes. À partir des années 70, une hypothèse apparaît. Et si Sickert n'était pas seulement fasciné par Jack l'Éventreur, mais qu'il était le tueur lui-même. La romancière Patricia Cornwell a même affirmé avoir trouvé des concordances ADN entre les lettres envoyées par Jack et du matériel associé au peintre. Cependant, faut prendre ça avec des pincettes. Aujourd'hui, c'est très contesté. Les lettres de l'époque sont souvent considérées comme des canulars, et les preuves scientifiques sont trop fragiles. Pourtant, le malaise persistait. On sait que Sickert avait été acteur avant d'être peintre, et cette familiarité avec la représentation trouble la frontière entre le vrai et le fictif. En tout cas, qu'il a été coupable ou non, il a réussi à transformer une simple chambre londonienne en un espace où le mal semble être encore présent. Ce tableau a été réalisé par une artiste polonaise qui s'appelle Aleksandra Waliszewska. Sa particularité, c'est qu'on ne sait pas quand la peinture a été faite et elle ne porte également pas de nom. La scène se déroule dans une zone d'herbe, envahie par des dizaines de serpents blancs. On voit des animaux grimaçants et qui semblent célébrer quelque chose. Et ça, en plein milieu d'un bain de sang. Au centre de l'image, un humain de petite taille est debout, les bras levés. Son corps, tout comme celui des autres, est marqué de traces sanglantes verticales. Sur la gauche, un porcin de grande taille se tient avec ses deux pattes avant sur un autre homme. Et sur la droite, on a une scène similaire mais avec un lion cette fois-ci. Il y a assez peu d'interprétations postées sur internet et encore moins de contexte derrière ce tableau. Mais quand je l'ai regardé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est La ferme des animaux, le livre de George Orwell qui met en scène une inversion brutale des rapports de force entre l'homme et la bête. Dans cet ouvrage, les animaux finissent par adopter les comportements oppressifs de leur ancien maître. En plus, il y a quelques créatures qui possèdent des traits anthropomorphes, comme le singe ou le lion, ce qui rappelle la conclusion du livre où les porcs finissent par ressembler physiquement aux humains. De plus, les animaux présents viennent d'espèces différentes, et semblent s'être unis tous ensemble contre les hommes, ce qui appuie l'idée d'une organisation établie après la chute de l'humanité. Mais bon, ça se trouve c'est que mon interprétation, et peut-être qu'elle n'a pas du tout pensé à ce livre. Comme souvent chez Waliszewska, rien n'est expliqué. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle ne nomme pas volontairement ses peintures. En refusant de nommer ses œuvres, elle empêche toute clôture du récit. On retrouve pas de morale particulière, et surtout, on n'a pas l'impression que c'est une simple scène de chasse ou de combat. Rien n'indique si cette scène est une fin en soi ou alors le début d'un nouvel ordre. On a juste cette peinture fixe avec des animaux blancs, une humanité écorchée et ce sentiment que la cérémonie, elle, continue. Le jeune Hans Rudi Giger est âgé de 6 ans lorsque sa sœur l'emmène dans un musée de Coire en Suisse. Là-bas, il se retrouve pour la première fois en face de la mort. Devant lui trône une momie égyptienne. Ses os noircis et ses membres amputés laissant visibles les moignons le frappent immédiatement. Il est profondément mal à l'aise face à cette vision. Il n'aurait pas vraiment voulu voir ça, mais face à cette réaction, sa sœur se moque de lui. Ce qu'il perçoit comme une humiliation va rapidement se transformer en une sorte de rite initiatique pour le jeune Giger. Désormais, le personnel du musée accueille presque chaque dimanche avant la fermeture ce petit garçon qui, à peine arrivé, se dirige systématiquement vers le sous-sol où est exposée la dépouille. Une fois arrivé dans la salle, il se tient debout,
devant la momie qui le terrorisait de manière obsessionnelle, comme pour s'immuniser d'une peur de la mort en fixant une carcasse. Si Giger est notamment connu aujourd'hui pour avoir été le créateur du xénomorphe, l'artiste a surtout un univers assez extraordinaire et vraiment perturbant. Une biomécanique érotique, une mythologie cosmique, des entités hybrides entre chair et métal qui semblent s'adonner à des rites sexuels que notre esprit est à des années-lumière de comprendre. À force de regarder la mort en face, l'enfant qu'il était a fini par trouver une certaine beauté en la momie et ce qu'elle représentait, une beauté née du contraste entre sa vision nouvelle et son dégoût initial. Mais si la mort, ces figures nécrosées, emprisonnées dans des sarcophages de chrome, peuplent ses toiles, son rapport à la vie elle-même est peut-être encore plus angoissant. L'artiste avait une profonde terreur de la surpopulation, et à ce propos, la natalité c'est une thématique omniprésente au sein de ses cauchemars de chrome. National Park, c'est une machinerie hybride qui fonctionne comme un écosystème. La vie émerge des créatures mourantes au sein d'une usine cyclique, mais à peine venues au monde, ces choses semblent destinées à la souffrance. Une sorte de purgatoire conscient issu de la fusion de ces créatures. Alliées à la mécanique, certaines suffoquent, d'autres sont déjà décomposées, mais ne disparaîtront jamais à cause de leur squelette d'acier. Le titre National Park est cruellement ironique. Cet amalgame est à la fois le cimetière et la maternité. Une maternité où chaque naissance est un danger potentiel. Pour Giger, l'humanité expulsait ses progénitures par un pistolet, comme un projectile de souffrance qui ne fera qu'enfoncer la condition d'un monde déjà surpeuplé et aliéné. Les bébés seront simplement les prochains à souffrir, ou ceux qui vont perpétrer les horreurs de demain. L'aspect organique reste présent en permanence. Aucune domination de la machine, à l'inverse du cyberpunk. Chez Giger, tout fusionne au sens littéral autant qu'au sens érotique du terme. Une symbiose figée dans des bas-reliefs de chrome, souvent de profil, comme sur les murs des tombeaux égyptiens, peuplés de momies d'acier. « 1977, l'artiste polonais Zdzisław Beksinski s'installe dans son jardin et boute délibérément le feu à plusieurs de ses toiles. La raison, ses œuvres étaient trop personnelles pour le peintre. Il tenait personnellement à ce que personne ne voie jamais ses peintures. Alors, à quoi pouvaient donc bien ressembler ces œuvres dites trop personnelles, sachant qu'à sa mort en 2005, l'artiste laisse derrière lui 40 ans de toiles littéralement cauchemardesques, puisque tous ces paysages désolés et créatures inquiétantes proviennent tous du même endroit, celui de ses cauchemars. Beksinski affirmait que la symbolique de ces tableaux importait peu. Il avait raison, sans pourtant comprendre ce qu'il s'y passe, ces œuvres nous absorbent et leur puissance va bien au-delà de l'interprétation qu'en ont fait. Il y a une immensité troublante chez Beksinski, un désert immense où l'apocalypse a déjà eu lieu, où les humains sont pétrifiés, minéralisés si je puis dire, à la manière de ces deux amants, figés pour l'éternité comme les moulages de Pompéi. Les doigts crispés de chacun semblent tenter désespérément de saisir ce qui était autrefois de la peau, les ongles se plantent dans la chair comme s'ils étaient morts dans la terreur. D'autres meurent crucifiés, leurs membres squelettiques se détachent progressivement, tandis que leurs restes putréfiés glissent lentement le long de la croix. Le symbole d'espoir christique n'est plus qu'un cadavre en décomposition. La mort irrigue les toiles de Beksinski comme un immense réseau de mycélium. Même ce qui n'a jamais vécu devient mourant et zombifié. Les cathédrales sont envahies par d'étranges organismes qui donnent l'impression que c'est la toile elle-même qui pourrit. Les édifices et les entités que l'humain croisera dans ces contrées le dépassent. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, quel que soit l'environnement. Parfois, les entités s'amalgament en une abomination morte-vivante, les seules créatures qui semblent dans leur élément ici. Et lorsque la toile ne pourrit pas, elle brûle et saigne. Beksinski avait 10 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, et sa ville, Sanok, qui abritait avant la guerre proportionnellement la plus grande population de juifs polonais, n'a de très loin pas été épargnée par les invasions nazies. Il a été témoin de massacres, de destructions massives et de déportations. Il a vu la guerre de très près à travers son regard d'enfant. Les ciels rougeoyants d'une ville bombardée, la mort qui rampe au sol. Bien qu'il ait affirmé de nombreuses fois que son art n'avait rien à voir avec la guerre, les historiens ont souvent reconnu dans ces ciels de feu et dans ces créatures terrifiées quittant en masse des environnements infernaux des simulacres visuels des horreurs qu'il avait pu voir. De toute façon, c'est l'émotion qui compte chez Beksinski, et son atmosphère onirique. Nous ne comprendrons jamais complètement ses toiles puisqu'il tenait lui-même à peindre comme s'il photographiait ses rêves. Tristement, les ténèbres qu'il aimait tant représenter ont fini par l'envahir. Il meurt assassiné le 21 février 2005 de 17 coups de couteau par le fils de sa femme de ménage qui cherchait à le braquer. Suivant dans la mort sa femme et son fils, ce dernier qui avait mis fin à des jours, des deuils dont il ne se remit jamais complètement.
corrigeant tout de même une impression trop présente sur l'artiste, Beksinski était loin de l'artiste ultra torturé qu'on peut s'imaginer. C'était un peintre rieur, certes isolé dans son processus créatif, mais passionné de musique, hyper curieux et tout à fait ouvert au niveau des nouveaux médiums artistiques. Lorsque Jean Dubuffet invente le terme art brut, il se réfère à des artistes sans formation artistique, étrangers au milieu, qui vont se mettre à créer de manière spontanée, de manière brute justement, sans recherche de reconnaissance, qui ne conscientisent pas l'idée d'être artiste. Au sein de ce mouvement, nous retrouvons le fascinant Vojislav Jakic, navré pour ma prononciation, un artiste outsider aux origines artistiques vraiment bizarres. À l'âge de 3 ans, sa famille déménage dans le petit village serbe de Despotovac. Comme de nombreux artistes de cet iceberg, la vision de la mort le frappe très tôt. Une sœur, un frère, son père. Disons que la vie ne l'a pas épargné. D'ailleurs, la mort du patriarche le laissera lui et sa mère en proie à une grande pauvreté. Et le seul moyen que trouve le petit Vojislav pour combattre cette pauvreté laissée par le décès de son père, c'est de recopier des photos de passeports de personnes décédées au compte des familles, de réaliser des portraits des défunts pour redonner vie aux morts. Voilà son premier rapport à l'art et son unique formation artistique. Il tente à ses 20 ans de rentrer en cours de dessin et de sculpture à Belgrade, mais se sentant marginalisé, notamment à cause de ses origines monténégrines et de la profession de son défunt père, prêtre orthodoxe, l'établissement fut réduit à, je cite, rien de plus qu'un refuge nocturne et son intégration au monde de l'art fut un échec. 5 ans plus tard, il retourne dans son village d'enfance, mais c'est finalement à 28 ans qu'il finit par lâcher définitivement son académisme, que sa fascination pour la mort, le viscéral et la putréfaction prennent réellement vie. Cet éveil artistique est marqué par une rupture évidente, les portraits n'ont plus une once de réalisme. Il dessine désormais sur des surfaces immenses, notamment de très longs rouleaux de papier atteignant plusieurs dizaines de mètres de longueur, mais le réalisme graphique a été remplacé par cette décomposition ornementale. Plus rien n'est réaliste et encore moins idéalisé. Le mort n'est plus dessiné selon une photo de passeport, tout ce qui compte c'est ce qu'il devient. Un amalgame de viscères en décomposition rongés par les insectes. Le vide est souvent comblé d'individus à l'apparence boursouflée, habités de parasites leur rongeant l'intérieur. Ici, les grouillants s'activant sur la chair des morts n'en ont que faire de ce qu'ils étaient de leur vivant. L'humain est destiné à être rongé par les insectes, la mort paraît grouillante, étonnamment moins morte. L'histoire de Jakic illustre parfaitement le paradoxe de l'art brut. S'il n'avait pas échoué à s'intégrer au monde de l'art, il est tout à fait possible que Jakic aurait été un artiste bridé par sa formation, que l'on aurait tenté de mettre dans une case et que l'on aurait forcé à suivre des codes académiques. C'est précisément cet échec qui lui a permis d'explorer à ce point son univers artistique et d'être aujourd'hui l'un des piliers de l'art outsider. Au premier coup d'œil, ceci semble être une simple photo avec un fond rose ajouté dessus. On a une pièce vide sans mise en scène particulière. Mais en réalité, ce que vous regardez est une sérigraphie de la chambre d'exécution de la prison Sing Sing. C'est l'endroit exact où le couple Rosenberg a été exécuté pour espionnage au profit de l'URSS. L'auteur derrière la création est Andy Warhol. Si ce nom vous dit rien, vous le reconnaîtrez peut-être avec sa célèbre sérigraphie sur Marilyn Monroe. Et avant de vous parler de la chaise, il faut que je vous parle du personnage. Le quotidien de Warhol était régi par des obsessions profondes. Déjà, il passait ses journées dans la Silver Factory, un studio entièrement recouvert d'aluminium. Sauf que dans cet endroit, il se contentait pas de peindre, mais il faisait des observations. Il s'entourait de personnalités marginales qu'on appelait les superstars, et qui vivaient sous les projecteurs de sa caméra. Le but était simplement de laisser un chaos se créer progressivement entre les membres. Puis, une fois qu'il a filmé tout ça, il utilisait souvent ses interactions dans ses images et dans ses œuvres. S'il y a bien quelque chose qui faisait peur à Warhol par-dessus tout, c'était la mort. Paradoxalement, cette peur le poussait à collectionner des images horrifiques. Pour lui, la répétition d'une image violente en atténuait l'impact. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans Big Electric Chair. En isolant cette chaise électrique, le peintre ne cherche pas seulement à dénoncer la peine de mort, mais à transformer un instrument de supplice en une simple décoration de salon. Il a littéralement dit mot pour mot « Je crois qu'on s'imagine pas le nombre de personnes qui accrocheraient chez elles le tableau de la chaise électrique, surtout si les couleurs s'harmonisent avec les rideaux. » Et en vrai, il a pas tort, quand on regarde l'image, elle ne dénonce rien directement. Il n'y a pas de bourreau, pas de victime, on a juste la machine qui attend dans le silence. Et pourtant, ça reste une chaise électrique. En répétant cette image d'horreur, avec en plus une couleur de rose par-dessus,
Warhol voulait prouver qu'à force de voir la violence en boucle, elle finit par ne nous faire plus d'aucun effet. Que ce soit volontaire ou non, en tout cas, ça illustre bien la désensibilisation de la société. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Je pense par exemple à la télé qui nous montre constamment des événements négatifs, avec des thématiques comme la guerre et les agressions du quotidien. Sur les réseaux comme Instagram ou Reddit, c'est la même chose. On retrouve du contenu violent et il est de plus en plus banalisé, et parfois même glorifié. Et c'est peut-être là que l'œuvre devient réellement dérangeante, parce qu'en regardant cette chaise, rien ne nous choque vraiment. Elle est belle, et la couleur rose rassure. On oublie presque ce qu'elle représente au sens littéral. Pourtant sur le tableau, la chaise reste là, et à force de la regarder, on finit par ne plus rien ressentir. En 1845, une expédition a quitté les côtes anglaises avec 2 navires à la pointe de la technologie, le HMS Erebus et le HMS Terror. L'équipage était composé de 129 membres, et leur mission était de percer le mystère du passage du Nord-Ouest. Sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Personne ne sait ce qui leur est arrivé exactement. Mais 2 décennies plus tard, des ossements ont été retrouvés dans la zone où ils sont disparus. Et d'après des scientifiques, ils présenteraient même des signes de cannibalisme. Le peintre Edwin Landseer a livré sa propre interprétation de ce long silence, avec un tableau nommé Man Proposes, God Disposes, qui se traduit par L'homme propose, Dieu dispose. À mon avis, le titre veut dire que les humains ont beau avoir des projets, le destin ou la nature peuvent toujours en décider autrement. Et à juste titre, le tableau ne montre ni l'héroïsme de l'expédition, ni la majesté des navires. Il montre plutôt la fin tragique de cette ambition humaine. La scène se déroule dans un désert de glace. Au centre, on voit 2 ours polaires qui s'acharnent sur les vestiges de l'expédition. Le premier déchiquette l'enseigne rouge de la marine britannique, tandis que l'autre est en train de broyer des os humains. On n'a évidemment aucune preuve que les rescapés du naufrage se sont fait dévorer par des ours polaires. Mais la peinture reste pas moins terrifiante quand on sait que la probabilité 0 n'existe pas. Actuellement, le tableau est affiché à l'université de Royal Holloway, à Londres. Et apparemment, il porterait malheur à ceux qui le regardent. Des rumeurs racontent que la peinture aurait poussé un élève à sauter la vie. Ça serait arrivé après qu'il l'ait fixé pendant un examen. La légende raconte aussi qu'une note sur sa feuille était inscrite de la phrase suivante « Les ours m'ont poussé à le faire ». Même si ça reste qu'une rumeur, le phénomène a été pris très au sérieux, puisque désormais c'est le seul tableau qui est caché pendant les périodes d'examen. Et les rares fois où l'organisation oubliait de le couvrir, les élèves ne voulaient pas rentrer dans la salle du moment qu'il n'était pas couvert. En 1885, la Russie a banni ce tableau pour avoir été exposé au public, et on a demandé à ce qu'il soit immédiatement retiré. C'est bien l'une des premières fois qu'une œuvre d'art subissait une telle censure dans l'Empire. Les autorités avaient peur qu'elle incite à la révolution ou qu'elle salisse l'histoire du pays. Mais alors, que représente cette peinture ? Le tableau, intitulé Ivan le Terrible et son fils Ivan, est l'œuvre d'Ilya Repin. Il représente un parricide sordide. Dessus, on y voit le tsar Ivan, les yeux écarquillés par l'horreur, en train de serrer dans ses bras son propre fils, qui, lui, se vide de son sang. On peut le voir dans ses yeux que l'émotion représentée est celui du regret. Parce qu'en réalité, une seconde plus tôt, dans un excès de rage incontrôlable, Ivan a frappé son fils à la tempe avec son sceptre, que l'on voit d'ailleurs par terre au premier plan. L'histoire derrière cette scène est assez trouble. Une théorie raconte qu'Ivan aurait un jour battu sa femme enceinte car elle était, je cite, mal habillée, ce qui a tragiquement provoqué une fausse couche. Le fils a alors confronté son père, mais la dispute aurait dérapé vers le meurtre. Une autre version dit que le fils voulait simplement mener l'armée pour restaurer l'honneur de la Russie, ce qui aurait rendu le tsar fou de jalousie. Mais ici, c'est pas vraiment la politique qui est mise en avant, mais surtout la folie. La peinture est inspirée de l'assassinat réel du tsar Alexandre II et même de flaques de sang qu'il a vues pendant des corridas en Europe. Mais l'histoire du tableau ne s'arrête pas là. En 1913, un homme s'est jeté sur la toile et l'a poignardé à 3 reprises. Il a crié que cette horreur ne devait pas exister. On ne sait pas pourquoi il a dit ça, mais cette action a entraîné un acte tragique. Le conservateur du musée était accablé par le chagrin, et il s'est littéralement jeté sous un train. Encore récemment, le tableau a été attaqué par un visiteur persuadé que l'œuvre était un mensonge historique. Il a hurlé que Ivan n'a jamais tué son fils avant de vandaliser la toile.
Décidément, ce tableau entraînait des dévouements plus que dangereux. Comme si la violence représentée dans le tableau a fini par en inspirer plus d'un dans la vraie vie. Après, on peut quand même nuancer, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'en 1963, on a fait une autopsie des corps des 2 personnes présentes sur le tableau. Et les résultats ont révélé des taux de mercure 32 fois supérieurs à la normale. Et ça, pour les 2 corps. Mais alors, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un double assassinat par empoisonnement? Eh ben, pas forcément. Parce qu'à l'époque, le mercure était le traitement standard contre la syphilis, dont souffrait le tsar. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette substance détruit le système nerveux, et provoque même des crises de rage psychotiques. Le tableau pourrait donc ne pas seulement montrer un crime, mais le résultat tragique d'une intoxication chimique qui a fait basculer Ivan dans la folie pure. Dans une période où la plupart des tableaux s'imprègnent du monde réel, un peintre français va se démarquer. Odilon Redon croyait en la supériorité de l'imagination. Lui, il ne voyait pas l'intérêt de simplement reproduire la nature qui est déjà présente autour de nous. Redon était celui qui mettait en peinture ses rêves et surtout ses cauchemars. C'est notamment le cas dans sa série de tableaux des Noirs. Pendant près de 20 ans, il travaille presque exclusivement au fusain et à la lithographie. Il a banni totalement la couleur pour se consacrer au noir. En réalité, on a beau analyser ces dessins, ça reste difficile de les comprendre, et pourtant, ils ont quelque chose d'attrayant. C'est peut-être toutes ces différentes combinaisons d'éléments qui nous intriguent autant. Un homme œuf, une araignée qui sourit, un homme plante, ou encore cette montgolfière avec un œil humain, qui porte une tête suspendue dans le vide. L'œil regarde en direction du ciel, comme s'il cherchait à dépasser le monde qui l'entoure. Cette sensation d'isolement ne sort pas de nulle part. Redon a grandi dans un environnement reculé, loin des autres enfants. Il a également fait la guerre franco-prussienne, ce qui le confronte directement à la violence. Puis la perte de ses proches s'accumule au fil des années. Un de ses amis meurt noyé, son mentor met fin à ses jours, plusieurs membres de sa famille disparaissent et son premier fils s'éteint à l'âge de 6 mois. Ça serait simpliste de réduire ses œuvres à ces événements, mais tout ça reste malgré tout derrière les peintures, sans être expliqué. Un de ses tableaux les plus troublants reste l'araignée qui pleure. On y voit une créature au visage humain qui est bloquée dans un corps qui n'est pas le sien. Ses yeux fixent le vide et sa bouche reste fermée, comme si elle avait renoncé à se faire entendre. Contrairement aux autres créatures qui nous observent avec indifférence, cette fois-ci, on voit qu'elle subit quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Est-ce que c'est la douleur ou quelque chose plus difficile à nommer? J'ai l'impression que l'être qui se trouve dans la créature n'est pas à sa place. On dirait une conscience enfermée dans un corps qui ne lui correspond pas. Est-ce que c'est une projection de Redon lui-même? On ne le saura jamais vraiment. Autour des années 1890, Redon commence progressivement à abandonner le fusain pour le pastel et la peinture à l'huile. Il dira plus tard qu'il était devenu incapable de revenir au noir. Ce changement coïncide avec une période plus stable de sa vie. S'il y a un tableau qui résume ce basculement, c'est le Cyclope, un de mes tableaux préférés, toutes périodes confondues. Comme le nom l'indique, dessus, on y voit un cyclope. Il est en train d'observer un champ de fleurs sur lequel se trouve Galatée, un personnage de la mythologie grecque. Peut-être qu'au final, les œuvres de Redon nous poussent à voir les choses autrement. Ce ne seront pas uniquement les cauchemars qui nous troublent, mais simplement l'expérience du rêve en elle-même. Car par définition, un rêve est imprévisible, et notre cerveau, il n'aime pas ça. Il va les craindre par automatisme. La plus grande peur de l'homme, au fond, c'est l'inconnu. Notre cerveau se met en alerte, comme il le fait toujours face à ce qui échappe à sa compréhension. Ernst Ludwig Kirchner, né le 6 mai 1880 à Aschaffenburg, est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers de l'expressionnisme allemand. Ses couleurs sont criardes, ses perspectives distordues, ses figures mortifiées au globe oculaire vide dansent dans les rues nocturnes animées de Berlin. Avant l'année 1915, ces tableaux ont déjà cet aspect inquiétant dans leur côté stylisé. Ces visages inspirés de l'art africain aux traits nets sont vraiment surprenants. Mais à ce moment-là, son univers oscillait entre ce monde vibrant teinté de couleurs, ces scènes qui capturaient l'agitation de Berlin et de ses cabarets. Mais en 1915, Kirchner s'engage volontairement dans l'armée allemande.
Il y arrive comme recrue au printemps et sera réformé seulement 2 mois plus tard, déclaré inapte. En fait, sa santé mentale déclinait déjà depuis plusieurs mois et l'expérience militaire semble l'avoir définitivement fait sombrer. Alcoolique et dépendant au barbiturique, il souffre d'une violente dépression nerveuse qu'il a tenté de médicamenter lui-même au Veronal et à la morphine. C'est impossible qu'il retourne au front, et la vérité c'est qu'au vu de son état mental et de ce qu'il a dépeint de cette expérience en peinture, heureusement qu'il y est pas retourné. L'autoportrait en soldat, c'est l'œuvre d'un peintre à bout de nerfs. Kirchner, en uniforme, fixe le néant. Sa main est symboliquement amputée, démunie. Il croule sous ses addictions et la pression militaire. Il ne peut plus peindre, plus rien faire d'ailleurs. Le teint de sa peau est cadavérique, ses orbites sont creusées par les cernes. La cigarette qu'il tient dans sa bouche de manière désabusée trahit sa nervosité. Le nu, autrefois symbole de la vitalité érotique qui irriguait ses tableaux, est relégué à l'arrière-plan, à une vieille toile qui prend la poussière comme toutes les autres. Après cet épisode, il va voyager entre plusieurs sanatoriums pour tenter tant bien que mal de se soigner. Il trouvera notamment refuge dans les montagnes suisses, mais son automédicamentation semble commencer à avoir raison de lui. Sur ce nouvel autoportrait créé en 1917, alors que ses consommations de médicaments ne faisaient qu'augmenter, notamment celle de la morphine, nous observons le peintre rongé par l'angoisse, son visage presque gribouillé, les traits creusés, griffés d'épais tracés noirs charbon, anesthésiés par la molécule opioïde. C'est précisément pour ça que je trouve ce dessin intéressant. Souvent, le tourment est représenté dans l'expressionnisme avec des bouches béantes ou des regards sombres, justement comme sur l'autoportrait en soldat. Là, il ne paraît pas en forme, mais paraît étonnamment dissocié de ce chaos mental. Indifférent, ses yeux apparaissent simplement fatigués, sa bouche légèrement ouverte comme s'il se posait une simple question. Il parviendra finalement à se délier de cette addiction en 1921, mais recommencera 15 ans plus tard à cause de douleurs intestinales. C'est à cette période notamment qu'il peint énormément de paysages, principalement des paysages suisses, une thématique qui n'a jamais quitté sa tête depuis 1917 et son premier exil dans les montagnes. Malheureusement, il mourra dans le tourment. La vérité, c'est qu'il a mis fin des jours après que les nazis aient classé son art comme dégénéré. La mort de son père dans les années 30 marque profondément la jeune Sveva Caetani, alors âgée de 17 ans. Elle l'admirait énormément pour son intelligence et son intégrité. Et pour ce qui est de sa mère, c'est encore pire. Ophelia Caetani, qui souffre déjà physiquement, ne parvient pas à sortir la tête de l'eau et à faire son deuil. L'ancienne danseuse est effondrée et elle commence à avoir peur que le destin réserve le même sort à sa fille. Et si elle perdait tout ce qui lui restait ? Ainsi, elle va obliger Sveva à rester confinée dans la maison familiale en Colombie-Britannique avec elle en permanence. Elle lui fait du chantage, affirmant qu'elle mourra si elle s'éloigne d'elle, lui cache aussi les lettres que ses amis lui envoient. L'art était déjà important à ce moment-là pour Sveva, mais sa mère lui interdisait formellement de créer, semblant terrifiée à l'idée que sa fille puisse devenir célèbre et lui échapper entre guillemets. Elle souhaitait la garder pour elle seule. Complètement obsédée par la propreté, elle la force aussi à faire le ménage presque en permanence. Cette dernière n'aura droit qu'à un semblant de liberté après 16 ans de confinement, sa mère la laissant aller faire des courses en ville. Cette quasi-séquestration va durer en tout plus de 25 ans et ne va prendre fin qu'à la mort d'Ophelia, mort qui tristement va libérer Sveva de son emprise. Il est peut-être temps d'extérioriser tout ça. Ce qui est très surprenant avec son parcours, c'est que la grande majorité de ses œuvres ont été créées alors qu'elle avait entre 58 et 72 ans, les années précédentes lui ayant été volées par sa mère. Nébuleux, changeant, vibrant, son art est à l'opposé complet de la réalité qu'elle a vécue. Une maison-prison où tout était ripolliné, figé et sans âme. Ses toiles rapportent ses traumatismes familiaux à travers une vision presque céleste. La figure d'une jeune fille, semblant suivre avec respect les traces de son père, y est omniprésente, mais cette dernière est souvent perturbée par un élément. Une créature certes tourmentée, mais qui prend malheureusement beaucoup trop de place et qui devient plus qu'oppressante. Écorchée par le deuil et ses répercussions, la figure féminine tente de rejoindre un père parti trop tôt et de symboliser l'emprise de sa mère qui a persisté bien trop longtemps, qui l'a jusque-là empêché de rejoindre son père à l'aide de son art. Sveva a dû attendre ses 43 ans pour enfin avoir droit d'entamer son voyage intérieur. Organique, torturé, parfois très macabre. Voilà des termes que je pourrais utiliser pour décrire l'univers de Francis Bacon, l'un de mes peintres préférés, aujourd'hui célèbre pour ses triptyques dérangeants que vous pouvez observer à l'écran.
L'idée d'un triptyque a déjà été évoquée par Rubens dans sa partie sur Bosch, mais pour développer un petit peu sur cette notion, c'est une œuvre composée de 3 panneaux, souvent complémentaires, un procédé qui vient du Moyen-Âge et plus précisément des peintures religieuses, où il était commun de représenter le Christ crucifié au centre, les prémices de cette crucifixion à gauche et le Christ qu'on descend de sa croix à droite. Le fait est que la première fois qu'on m'a parlé de l'art de Bacon et de ses fameux triptyques à contre-courant complet de ses peintures religieuses, ça serait peu dire que ces peintures m'ont simplement frappé. Qui sont ces figures angoissantes? Qu'est-ce qui se passe ici? Que cachent les infernaux triptyques noirs? Francis Bacon naît le 28 octobre 1909 à Dublin, dans une famille conservatrice protestante. Très timide et souffrant d'asthme chronique, il comprend assez vite qu'il n'aura pas la vie des autres enfants de son âge. Son père, un ancien major de l'armée anglaise devenu éleveur de chevaux de course, lui en veut d'ailleurs beaucoup pour cette raison. C'est impossible pour Francis de rester pendant une longue durée dans les stabulations des chevaux de son père, et ça le déçoit énormément. Tant qu'il demandera plusieurs fois à ses garçons d'écurie de passer à tabac son propre fils. Les poussières, la paille, les bêtes et les coups, ce ne sont désormais que des visions qui se mélangent dans sa tête lorsqu'il évolue dans cet environnement. Et lorsqu'il se rend compte de son homosexualité dans son adolescence, ça n'améliorera de loin pas la situation avec son père, qui finit par le mettre dehors de la maison à ses 16 ans après qu'il l'ait découvert en train d'essayer les sous-vêtements de sa mère. Francis est donc envoyé chez un ami de son père, censé le viriliser comme il disait, mais le fait est que ce dernier, nettement plus âgé et secrètement bisexuel, tombera rapidement amoureux de lui. Il l'emmène à Berlin, une expérience culturelle intense pour le jeune Francis qui découvre là-bas une certaine liberté à l'opposé complet des stabulations de son père. Il est aussi introduit à sa vie nocturne exaltante et découvre pour la première fois un long métrage qui le suivra dans son art pendant de très nombreuses années, le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Quand il quitte la capitale allemande, sa destination, c'est Paris, et c'est là qu'il est frappé puissamment par les œuvres de Pablo Picasso lors d'une exposition. Après avoir quitté la capitale française, il est sûr de son choix. Il veut peindre et jusqu'en 1944, il peint, détruit en boucle des œuvres, expérimente énormément, entasse des dizaines de toiles, de photos de référence partout dans son atelier. Puis finalement, le grand public découvre pour la première fois 3 études de figures au pied d'une crucifixion. Ces bouches hurlantes, ces fonds flamboyants, simulacres des bombardements, cette bestialité humanisée, dénonciatrice des horreurs de la guerre obtiennent dans un premier temps des retours assez mitigés. Les 3 études dénotent très largement des autres artistes exposés ce jour-là, et plus généralement de l'art de cette période. Il a ceci dit ses partisans et aura par la suite l'occasion de confirmer son statut de peintre émergent avec cette série de peintures, capturant des personnages hurlants au visage en partie dissous, reprenant même sur certains d'entre eux l'image de la nourrice du cuirassé Potemkin. Des figures suffocantes qui semblent chercher désespérément de l'air à la manière de Bacon dans les stabulations poussiéreuses de son père. Puis en 62, il y a eu ce triptyque, 3 études pour une crucifixion. Ça fait plusieurs fois que ce terme revient, et il faut savoir qu'il ne l'utilisait pas au sens religieux. Il n'était pas croyant, il l'utilisait plutôt pour décrire un événement marquant qui se passe au centre de tout. Et là, l'événement marquant semble avoir été de la pire des manières. Cette œuvre est graphique certes, mais particulièrement cryptique. Bacon avait toujours affirmé qu'il voyait l'humain comme une sorte de viande, une masse organique comme les autres qui peut périr et pourrir. Nous sommes tous des carcasses potentielles, disait-il d'ailleurs à ce propos, alors marqués par les horreurs de la guerre. Mais décrire son œuvre qu'à travers sa vision de la guerre n'est de loin pas la bonne approche. Selon beaucoup, cette œuvre serait plus sincère, peut-être un meurtre intérieur. On l'a prostré, frappé, forcé à quitter le domicile. Mais maintenant, laissez-moi vous introduire au triptyque noir, car s'il est bien impossible de contredire quelque chose sur l'univers de Bacon, c'est que ces histoires d'amour ont tristement marqué ses toiles. Ici, vous voyez Peter Lacey, un ancien technicien dans l'armée qui fut son amant pendant 10 ans, un homme violent qui incarnait une forme d'idéal pour les penchants masochistes de Francis. Il lui demandait d'ailleurs régulièrement de le frapper, et c'est dans cette période d'ailleurs que les portraits du peintre apparaissent de plus en plus tuméfiés, boursouflés, comme si on venait de les battre à mort. Le fait est qu'en 62, Lacey meurt à Tanger, un événement qui fera terriblement souffrir Bacon, mais qui l'amènera surtout, 1 an plus tard, à rencontrer George Dyer. Leur liaison commence instantanément. Dyer est un délinquant notoire issu d'une famille dysfonctionnelle, mais tous deux trouvent leur compte dans cette relation. Il devient une muse obsessionnelle pour Bacon qui le dépeint isolé, le visage tordu par l'angoisse. Une angoisse qui habite véritablement son compagnon, dépressif au penchant alcoolique. Le problème principal, c'est qu'il se sent mis de côté, pas au niveau du monde intellectuel et artistique que fréquente Bacon. Au fil du temps, la relation s'effrite, Dyer ne parvient pas à sortir la tête de ses tourments.
En 1971, presque par pitié, Bacon le convie au Grand Palais à Paris où se tient sa grande exposition rétrospective. Mais 2 jours avant l'expo, Bacon rentre à sa chambre à l'hôtel des Saints-Pères, ouvre la porte de la salle de bain et découvre alors Georges, mort d'une overdose d'alcool et de barbiturique probablement délibérée. Le peintre croule évidemment sous la culpabilité, mais afin d'éviter de perturber l'exposition du Grand Palais, un honneur immense que seul Picasso avait eu avant lui, il tente de cacher le corps aidé de sa galeriste et se rend à l'exposition 2 jours plus tard. Complètement traumatisé, il joue le double jeu auprès de tout le monde. Présent sur place, le président Georges Pompidou le questionne même à propos d'un tableau. Coïncidence affreuse, ce tableau, c'est précisément ce que Bacon a vu 2 jours plus tôt. Georges d'ailleurs assis sans vie dans la salle de bain de son hôtel. C'est de cette tragédie que naîtront les fameux triptyques noirs. Le peintre reviendra sur les lieux du drame comme pour se purger de sa culpabilité et peut-être encore sous l'influence d'une forme de masochisme. Tous les triptyques noirs se réfèrent d'ailleurs à sa relation avec Georges, mais celui-ci est le plus célèbre et surtout le plus sombre et explicite. Nous y voyons d'ailleurs vomissant sa souffrance et l'alcool ingéré, mourant recroquevillé sur le siège des toilettes, uniquement éclairé par une ampoule timide, une lumière froide et clinique comme celle d'un abattoir, éclairant une carcasse humaine. La carrière de Bacon continuera par la suite, non sans tourments, mais il parviendra à trouver une forme de paix au milieu des années 70. Il ralentit largement sa production au début des années 90, laissant son dernier triptyque inachevé, avant de décéder finalement d'une crise cardiaque à Madrid 2 ans plus tard. Cette peinture a été peinte par Frida Kahlo en 1944. Elle s'appelle The Broken Column. On y voit son corps ouvert, maintenu par un corset rigide. À l'intérieur, sa colonne vertébrale n'est plus une colonne humaine. Elle est remplacée par un pilier brisé, trop fragile pour soutenir quoi que ce soit. Il est là simplement pour empêcher l'effondrement. La première fois que je suis tombé sur ce tableau, il m'a donné des vrais frissons. Et je pense que je suis pas le seul. C'est assez rare qu'on nous montre la souffrance d'une manière aussi frontale, et surtout accentuée par le pilier métallique, que je trouve particulièrement troublant. L'arrière-plan renforce encore cette sensation. Kahlo se tient seul devant un sol craquelé par la sécheresse, qui semble être une extension de ses propres blessures. Sauf qu'ici, elle n'a pas peint la douleur comme une abstraction, mais elle l'a peint parce que c'est réellement ce qu'elle a vécu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que sa lutte contre son propre corps commence bien avant l'âge adulte. À 6 ans, elle contracte la polio, une maladie qui laisse sa jambe droite plus fine et plus courte que la jambe gauche. Et quelques années plus tôt, en 1925, Kahlo a été victime d'un accident de bus à Mexico. Le véhicule percute un tramway et elle devient grièvement blessée. Son corps ne se remettra jamais complètement. Plus tard, elle peindra un tableau plus simple où, sans le contexte, on peut le trouver tout à fait normal, voire même joyeux. Et pourtant, ce que Kahlo a peint ici, ce sont les secondes qui précèdent son accident tragique. Accident qui marquera un tournant définitif dans sa vie. Le tableau de 1944, lui, ne montre pas l'impact, mais la conséquence durable. Le corps tente d'être réparé de force à travers le morceau de métal. Sur sa peau, des clous de différentes tailles sont plantés. Le plus grand s'enfonce dans son sein gauche, à l'emplacement du cœur. D'autres clous plus petits apparaissent sur son visage et ses bras, rappelant les dizaines de chirurgies qu'elle a dû subir tout au long de sa vie. Pourtant, son visage ne se tord pas. Elle nous regarde fixement. Ses yeux sont brillants, quelques larmes coulent, mais l'expression reste froide. Il n'y a aucune mise en scène autour. Il y a juste Kahlo, immobile, avec un corps figé et son visage qui exprime la souffrance. Si cette image et son histoire vous semblent déjà insoutenables, elle n'est pourtant qu'un fragment de ce que Kahlo a laissé derrière elle. Mais ça, on le verra un peu plus tard avec un autre de ses tableaux. La guerre a été au centre de centaines et de centaines de tableaux. Je suis sûr que vous en avez déjà vu au moins un. Guernica, Goya, les batailles sous Napoléon ou encore celles de la guerre de sécession. Peu importe le tableau que vous avez en tête, souvent ces peintures représentent le triomphe ou bien au contraire la tragédie. Mais ce que vous allez voir n'a rien de comparable. Durant l'automne 1915, un homme nommé Otto Dix est en train de vider son chargeur sur la ligne de front. Entre 2 offensives et durant les quelques minutes de calme qu'il peut avoir, Dix va sortir de sa poche un carnet et un stylo. Il va alors dessiner ce qu'il vient de voir. Des corps et des visages disloqués, et plus souvent des paysages que la guerre a rendus méconnaissables. Ce carnet va devenir le témoin direct de l'enfer.
Dix écrira plus tard à sa famille qu'il fallait voir l'homme dans cet état débridé pour comprendre quelque chose à l'humanité, car la guerre est tout simplement bestiale. Quelques années plus tard, il transforme ses cauchemars en une série de 50 dessins intitulés Der Krieg, qui signifie la guerre en allemand. Il y a 5 sections avec chacune 10 représentations. On la compare souvent au désastre de la guerre de Goya. Sauf que cette fois-ci, il y a une différence importante. Otto Dix n'était pas seulement un spectateur du désastre, il en était acteur. Il tuait des soldats, il voyait ses amis déchiquetés à côté de lui, et il dessinait pour exorciser ses traumatismes. Prenons par exemple ce dessin. Les masques volent aux soldats leur individualité, ce qui les transforme en créatures sans visage, semblables à des démons. Ici, il n'y a plus d'humains, on a seulement des machines à tuer qui avancent dans un paysage cauchemardesque. Mais le pire, vous savez ce que c'est? C'est que si vous avez eu le miracle de vous en sortir une fois la guerre terminée, eh ben, il se peut que vous soyez non pas accueillis comme des héros, mais comme des monstres. C'est exactement ce que voulait nous montrer Dix dans le tableau Les joueurs de skat. On n'a pas l'impression qu'il a voulu représenter des humains, mais plutôt des morceaux de chair qu'on a essayé de recoudre avec du métal. L'un a une mâchoire de fer avec un bras robotique, le deuxième a des tuyaux qui lui sortent des oreilles pour entendre, en plus de tenir les cartes avec son pied, car il n'a plus de bras. Et le dernier c'est la même chose mais en pire, il est ressorti de la guerre en ayant perdu ses 4 membres. Le tableau nous montre ici des hommes devenus des assemblages mécaniques. Des coques vides qui essayent de rejouer à la normalité alors qu'ils sont totalement détruits. L'ironie du sort, c'est quand on remarque la croix de fer sur l'homme de droite. C'est la médaille du courage, mais posée sur ce corps en ruine, elle devient ridicule, voire complètement obscène. À travers ses dessins, Dix nous montre que la guerre ne crée pas de la gloire, mais qu'au contraire, elle fabrique des phénomènes de foire que la société préfère ignorer. D'ailleurs, dans une œuvre, on voit même un chien uriner sur un vétéran abandonné dans la rue, ce qui conforte la triste idée de l'indifférence totale des passants. À travers nos recherches pour cette vidéo, j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres artistes représenter le désastre de la guerre aussi frontalement que Otto Dix. Que ce soit avec ses reproductions de souvenirs sur le champ de bataille, ou les peintures qui montrent ce qui se passe dans l'après-guerre, je crois sincèrement que ça a été fait avec une justesse rare. Non pas parce que ces images sont choquantes, mais parce qu'elles restent au plus près de ce que la guerre produit réellement. Chez Dix, il n'y a ni glorification ni mise à distance, seulement des corps brisés et une société qui détourne le regard. Hyman Bloom est un artiste américain qui s'intéresse beaucoup au corps, mais vraiment beaucoup. Dans ses premières œuvres, il peint d'abord des figures humaines, et parfois des scènes inspirées de la vie quotidienne. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, Bloom va être de plus en plus marqué par la spiritualité, et l'idée que la mort n'est pas une fin mais une transformation. Il considérait la mort comme une métamorphose, c'est-à-dire le passage d'une forme de vie à une autre. Pour lui, le corps n'est qu'un état intermédiaire qui change constamment, même après la disparition de la vie. C'est cette logique qui l'a amené quelques années plus tard à franchir un seuil que très peu d'artistes ont osé faire. En 1945, il passe ses journées dans une morgue. Il observe des corps ouverts sur les tables métalliques avec des dizaines d'organes exposés. Et au lieu de détourner le regard, il se met à peindre. Sur ces tableaux, les organes se confondent avec la peinture au point qu'il devient parfois impossible de distinguer certaines parties du corps. On ne sait plus vraiment si on regarde un cadavre ou alors un paysage organique. À l'époque, ces peintures choquent les personnes qui découvrent son art. Par exemple, dans une exposition à New York, les peintures de Bloom n'étaient pas affichées dans la salle principale. Elles étaient parfois reléguées dans une pièce à part, uniquement visible sur demande. Comme si on admettait déjà que tout le monde n'était pas prêt à regarder ces tableaux. Au début des années 50, Bloom va encore plus loin avec une seconde série de peintures. Cette fois-ci, il ne peint plus seulement des corps entiers, mais des membres amputés, et même carrément des carcasses ouvertes, parfois humaines, parfois animales. Les peintures sont encore plus difficiles à regarder que les précédentes. Le corps n'est plus reconnaissable comme une personne, mais juste comme des masses de chair. Durant la même période, Bloom va participer à des expériences sous LSD. Elles sont encadrées par des médecins qui voulaient voir comment la drogue peut impacter la créativité. On n'a aucun dessin qui a été publié de l'expérience. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis cette période, ces dessins ont beaucoup changé. C'est notamment le cas avec la série On the Astral Plane. On y retrouve des peintures en noir et blanc peuplées de créatures obscures. Quand on lui a demandé pourquoi il a dessiné ces monstres, il a simplement répondu qu'il dessinait ce qu'il a vu.
Depuis le 30 mars 1995, Brian Lewis Saunders a réalisé plus de 14 000 autoportraits, qui découlent presque tous d'une démarche d'expérimentation, comme si toute son œuvre n'était qu'un obscur laboratoire artistique, où il documente ses humeurs, ses introspections, ses traumatismes. On se met donc à se poser pas mal de questions. Par exemple, quelques jours seulement séparent ces deux-là. Que s'est-il passé entre-temps et pourquoi certains sont si perturbants ? Quand il avait 11-12 ans, le petit Brian, élevé uniquement par sa mère, se mit à entrer dans les maisons laissées à l'abandon par les décès récents des propriétaires. Il vivait alors à la place des morts, continuant d'aller à l'école, attendant uniquement les retours de sa mère pour faire acte de présence à la maison dont il avait, je cite, plus peur que de la rue. En fait, il avait une peur chez lui de ce qu'il appelle les bad people, une croyance irrationnelle qu'il s'imaginait étant enfant et qui le terrifiait profondément. Les bad people, c'est une sorte de catégorie de personnes formulée par le jeune esprit angoissé de Brian qui semblait essayer de se faire une idée de la mort. Ils seraient ces gens qui tuent, un mystérieux groupe d'individus qui serait à la base de tous les meurtres dans le monde. Une peur qui s'est encore amplifiée après qu'ils ont entendu à la télé une rediffusion d'un appel au 911 d'une femme qui hurlait à l'aide alors qu'elle se faisait massacrer par son mari. Il était certain lorsqu'il était chez lui que les bad people rôdaient dans les parages. Il allumait alors les lumières de la maison pendant la nuit pour leur montrer qu'il les savait errant autour de lui. Aussi, Brian n'avait pas vraiment d'amis, toujours un à la fois avec qui il finissait presque systématiquement par s'embrouiller violemment, au point où les parents lui disaient de se tenir à l'écart de leurs enfants. Ces accès de violence vont l'amener à être arrêté plusieurs fois, et lors d'une de ces arrestations, il sera actuellement agressé par un policier de la brigade des mineurs. Après un passage infernal en école militaire, on le retrouve déterrant des cadavres dans les cimetières. Pas vraiment par curiosité morbide, c'est un peu plus compliqué que ça. Il souhaitait absolument voir ce qu'il deviendrait, alors persuadé qu'il mourrait avant l'âge adulte. À 21 ans, il est emprisonné pour avoir poignardé quelqu'un, sa santé mentale ne cesse de décliner et lorsqu'il sort 2 ans plus tard, c'est l'instabilité la plus complète. Il essaye de se reconstruire vivant entre un poulailler et une colocation avec des synthétiseurs de meth. C'est finalement à 24 ans qu'il décide de suivre un cursus artistique à l'université, véritable prémisse de son œuvre. Les portraits de Saunders documentent ses états de pensée les plus extrêmes. Ici, vous observez sa série Drugs, pour laquelle il a expérimenté de nombreux psychotropes afin de retranscrire son ressenti. Quand j'ai réalisé que je devenais un monstre sur le papier, j'ai posé mon crayon et je suis sorti prendre l'air et essayer de me calmer. Mais j'ai fini par tourner en rond dans le parking pendant je sais pas combien de temps. Cette expérience a été horrible, dit-il après avoir consommé de la méphédrone, une molécule aux effets similaires à ceux des amphétamines. Ce qui est vraiment particulier avec cette série, c'est ses changements drastiques en fonction du type de psychotrope consommé. La couleur irrigue les portraits effectués sous hallucinogènes psychédéliques, les mirages anesthésiants du PCP ou du Valium perturbent son rapport au monde, le dissocient au point où le fond blanc de la feuille semble l'avoir avalé, comme s'il ne s'attribuait plus d'importance. Sur certains, il n'était plus en état de créer, les molécules l'ont pris de vitesse. Je tiens tout de même à préciser que cette expérience lui a laissé des séquelles, notamment des états de confusion et des retards cognitifs, mais il ne s'est de loin pas arrêté là, puisqu'en 2014, Saunders réalise sa performance la plus controversée. Durant cette dernière, il s'installe sur scène sur une chaise électrique, se couvre la tête d'un seau métallique pour amplifier ses propres cris, et se fait simplement torturer. Comme toute expérience, elle donnera évidemment lieu à son rapport, probablement parmi les portraits les plus perturbants qu'il ait pu faire. Tous ces dessins ne sont évidemment pas extraits de cette série, les plus sombres ne peuvent pas provenir de séries, sinon ils auraient été planifiés et moins bruts. L'artiste disait lui-même vis-à-vis de son rapport à la torture qu'il savait qu'il en avait le contrôle et que ça prendrait fin quoi qu'il en soit. Voici donc l'autoportrait qui est pour moi de très loin le plus perturbant, celui qui se réfère au suicide de l'un de ses amis. Les parties floutées sont tachées du sang de ce dernier. C'est probablement l'une des parties les plus sombres de l'iceberg, mais j'aimerais aussi vous faire remarquer que l'œuvre de Saunders, c'est pas que les ténèbres. Son art a toujours été un moyen d'essayer de se comprendre, de transcender ses traumatismes justement. Il s'est aussi représenté dans des étapes plus apaisées, lors de périodes nettement plus stables et au travers de performances artistiques beaucoup moins violentes. C'est un artiste d'expérience ultra investi dans sa curiosité artistique, au point parfois de se mettre en danger certes, mais si l'expérimentation dans l'art avait un nom, ça serait certainement le sien. Elle joue seule. C'est le sous-titre attribué à Girl with Death Mask, l'une des œuvres les plus déstabilisantes de Frida Kahlo.
Rubens a déjà évoqué l'artiste plus haut dans l'iceberg, et ça va être l'occasion d'approfondir un peu son univers. Celle qui joue seule, c'est évidemment cette fillette perdue au milieu d'un plateau aride. Sa taille semble étrangement grande par rapport aux montagnes à l'arrière-plan, et déjà le masque de mort est bizarre. Mais alors celui-ci... Il y a une souffrance évidente qui se dégage de l'œuvre, et vous savez maintenant à quel point les souffrances physiques de Frida Kahlo ont marqué son œuvre et l'ont littéralement isolée. Girl with Death Mask, c'est déjà un symptôme de cette solitude. Atteinte de la polio à 6 ans, elle comprend déjà que sa vie sera emplie de solitude et de souffrance, seule au milieu de nulle part avec un masque de mort. Mais il faut savoir que les années où Kahlo peint le tableau et obtient aussi sa reconnaissance sont marquées par de lourds deuils personnels pour l'artiste. Alors en relation avec le muraliste Diego Rivera, elle découvre que ce dernier entretient une liaison avec sa sœur, Cristina Kahlo. Et la même année, en 1934, elle fait une 3e fausse couche en 4 ans seulement. En 1938, l'année de la réalisation du tableau, le fait est que Frida Kahlo pleure toujours ses décès. Le masque est orné d'or dans la plus pure tradition de la fête des morts mexicaine où la mort est honorée au lieu d'être pleurée. La petite fille savait déjà que sa vie serait marquée de souffrance, mais pas à ce point. Un détail perturbe toujours, l'étrange masque de tigre posé sur le sable, les yeux exorbités et la bouche pleine de sang. Il se trouve qu'un masque similaire trônait dans la maison où elle vivait avec Diego, là aussi un masque traditionnel mexicain, un symbole de résistance contre les forces destructrices. Pourtant, il ne semble vraiment pas aider cette fille. Il semble presque avoir une conscience et, à son apparence, est plus que terrifiante. Sans oublier qu'il ne l'a jamais protégée, que plus on le regarde, plus on a l'impression qu'il nous sourit. Était-ce un masque censé la protéger, mais qui était en fait là pour la ronger, l'incarnation de ce qu'à l'inverse du masque de mort, elle n'arrivait plus à célébrer? Deterioration of Mind Over Matter a été créé en 1973 par l'artiste autrichien Otto Rapp. Le tableau nous montre ce qui semble être une tête en décomposition incrustée dans une cage. Et cette décomposition, vous l'aurez remarqué, elle a une précision chirurgicale. La peau du visage se fend avec une netteté presque clinique. Elle laisse apparaître l'os et des fibres musculaires qui se détachent lentement. Les orbites sont creusées, nous montrant que la vie se retire petit à petit. Les barreaux semblent fusionner avec la chair, suggérant que l'esprit est devenu son propre geôlier. On voit également des tissus nerveux qui pendent comme des voiles déchirées. Et c'est là que le titre prend tout son sens. C'est un détournement de l'expression « l'esprit prime sur la matière ». Habituellement, on utilise ça pour dire que la volonté peut tout surmonter. Mais ici, Rapp nous montre exactement l'inverse. C'est la matière qui finit par triompher. C'est une manière assez crue de nous rappeler que peu importe la puissance de notre intellect ou la brillance de notre esprit, on finit tous par succomber aux lois de la nature. Yuko Tatsushima est une artiste dont les œuvres sont presque la seule source d'information qu'on peut avoir sur elle. Elle apparaît dans aucune interview et ne semble pas avoir quelconque réseau social. Une des seules traces numériques qu'on a de Yuko est un vieux site internet japonais où elle présente une courte biographie d'elle-même. Sur la page d'accueil, on peut voir 5 catégories. Yuko a rassemblé différents types de travaux. Des peintures, des poupées, des sculptures, et même des expérimentations visuelles sans presque aucune explication. Dans le cadre de la vidéo, on va volontairement se concentrer sur ces peintures, mais le cas de Yuko est suffisamment dense et troublant pour mériter à lui seul une vidéo entière. En 1999, elle peint un visage aux lèvres noires et au regard vide. La peinture s'appelle « I Can't Be a Bride Anymore », qui signifie « Je ne peux plus être une mariée ». À part ça, on n'a pas plus de contexte. Et pourtant, le dessin produit quand même un effet troublant. Le regard nous fixe sans aucune émotion lisible. Avec le temps, sur internet, ce visage commence à circuler. Il est partagé et petit à petit, il est isolé de son contexte et repris encore et encore. À force, l'image cesse d'être une œuvre et devient une sorte de légende urbaine. Certaines personnes ont commencé à associer la peinture de Yuko à un poème apparemment maudit, qui a été écrit au début des années 1900. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucun lien volontaire entre les deux créations. Mais alors, de quoi parle la peinture que nous venons de voir? Pour comprendre ce qui se cache derrière ces visages, il faut remonter dans le temps. On sait que Yuko Tatsushima est née à Tokyo en 1974. Elle sort diplômée d'une université d'art renommée en 1998. Mais sa vie bascule peu de temps après. Elle va perdre sa mère, un événement qui la laisse dans un état de deuil total.
C'est à cette période qu'elle aurait reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Son art commence alors à se transformer en un exutoire. Les visages qu'elle peint sont les miroirs de sa propre désorientation psychique. Les traits de pinceau sont comparables à des griffures, et la saturation de rouge sang et de bleu donne l'impression que la toile a été agressée. C'est particulièrement visible dans son œuvre Red Loss, qui signifie un rire rouge. On y voit une figure au cou démesuré maintenue par des sutures noires avec un sourire. De loin, ce sourire semble s'élargir, comme si l'entité se moquait de notre propre malaise. Mais il existe une autre interprétation bien plus sombre, et pour la comprendre, il faut revenir au contexte social japonais. À cette période, les relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou non, restaient fortement stigmatisées. C'est toujours présent aujourd'hui. Les femmes considérées comme, entre guillemets, impures, pouvaient avoir le sentiment d'être définitivement exclues du mariage. Les victimes d'agressions sexuelles étaient parfois rendues responsables de ce qu'elles avaient subi. Elles étaient laissées seules avec la honte et l'angoisse, comme si la faute leur appartenait. Le titre du tableau « Je ne peux plus être une mariée » prend alors un sens beaucoup plus lourd. Dans sa peinture White Prison, elle pousse ce contraste à l'extrême. Une figure est entourée de fleurs magnifiques, mais son bras est brisé comme celui d'un mannequin de bois. C'est l'image d'une personne dont l'innocence a été bousillée, pour ne laisser qu'une forme artificielle. Jusqu'en 2009, Yuko continue de publier ses œuvres sur son site. Puis, sans aucune explication, tout s'arrête. Le site reste en ligne, mais il n'est plus mis à jour. Aucun nouveau tableau ni de traces supplémentaires apparaissent. À partir de là, les seules traces qu'on a d'elle sont des créations postées de temps en temps sur X. Mais au moment de la sortie de la vidéo, ça fait presque 7 ans qu'il n'y a eu aucun post. Aujourd'hui, Yuko a laissé derrière elle un ensemble d'œuvres où aucune explication n'est indiquée. Si vous souhaitez explorer ses créations en profondeur, son site internet est toujours ouvert. L'entrée Babylon Song se réfère à un obscur triptyque de l'artiste zimbabwéen Owen Maseko. Le 25 mars 2010, la ville de Bulawayo accueille l'exposition Shibaton Tizele, signée de la main d'Owen Maseko. L'artiste sera arrêté dans les 24 heures suivant le début de son exposition par des agents du renseignement. Immédiatement, des policiers vont assiéger l'exposition et recouvrir les fenêtres de l'expo pour que personne, même de l'extérieur, ne puisse observer ses œuvres. Beaucoup trop engagé pour le gouvernement, beaucoup trop proche de la réalité. Alors, ce que dépeignent réellement ces peintures rougeoyantes, eh bien, les massacres Gukurahundi. L'expression Shona Gukurahundi indiquant la pluie précoce qui emporte les débris avant la pluie du printemps, il s'agit en vérité d'une immonde métaphore agricole. On élimine les débris à nettoyer, on fait le ménage en quelque sorte. Une expression qui désigne explicitement le massacre des civils. En 1981, une centaine d'instructeurs nord-coréens arrivèrent au Zimbabwe dans le but de former ce qui deviendra par la suite la 5e brigade. Sous l'autorité directe du Premier ministre, ils sont déployés dans le but de purger une ethnie, littéralement. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'après l'indépendance zimbabwéenne en 1980, le Premier ministre Robert Mugabe ne va pas supporter de partager le pouvoir avec Joshua Nkomo, qui représentait les Ndebele, une ethnie largement minoritaire dans le sud du pays. Sa solution, massacrer toute forme d'opposition. Sous ses ordres, la 5e brigade fera éruption dans les villages dans le but d'exterminer ce que Mugabe voyait en menace. C'est ainsi que vont débuter les massacres Gukurahundi. Entre 1983 et 1987, entre 20 000 et 40 000 civils vont mourir des mains de la 5e brigade. C'est précisément ce que Maseko ne souhaitait pas que le monde oublie, en dépeignant le carnage de manière aussi explicite 20 ans plus tard. Cette œuvre terrifiante illustre un événement clé de l'horreur du Gukurahundi. Les civils forcés, sous la menace des armes, à se rassembler en pleine nuit, souvent dans des champs, à chanter littéralement les louanges du parti au pouvoir dans une langue qui n'était pas la leur et qu'ils ne comprenaient pas, celle des Shona. Une véritable humiliation politique. De ces veillées de l'horreur découlaient de nombreux massacres. Les oppresseurs en profitaient généralement pour sélectionner ceux qui « méritaient la mort » entre guillemets. En 2010, le sujet est toujours un tabou national, il n'y a jamais eu de justice et en parler est publiquement réprimé. Vous imaginez donc bien que des œuvres si explicites ne pouvaient qu'amener aux foudres du gouvernement. Heureusement, l'artiste sera rapidement libéré grâce à l'association des avocats zimbabwéens pour les droits de l'homme. Alors au début de sa vingtaine, l'artiste surréaliste Leonora Carrington part vers l'Espagne après l'emprisonnement de son compagnon, le peintre surréaliste Max Ernst, dont l'art avait été considéré dégénéré par le régime nazi.
Là-bas, elle souffre de violentes dépressions, de délires mystiques autour de la guerre, pense être liée à un complot pour tuer Hitler, et que Madrid est l'estomac du monde qu'elle se doit de purifier. Dans ce contexte, déclarée folle par le consul britannique, elle est internée de force à l'asile de Santander, et y subira des supplices absolument abominables. La clinique était dirigée par les médecins Mariano et Luis Morales. Évidemment, pas des psys compréhensifs, très loin de là, ils sont le symbole d'une psychologie autoritaire obsédée par la normalisation, prête à tout pour forcer la docilité d'un patient. Ils vont administrer des doses scandaleuses de cardiazol à Leonora, un stimulant respiratoire surtout utilisé par certaines instances psychiatriques de l'époque pour provoquer de violentes crises de convulsions proches des électrochocs. Une méthode particulièrement dangereuse, il est déjà arrivé que des gens sous cardiazol en crise se cassent des vertèbres tout seuls pendant les convulsions. Et bien sûr, ça ne marche évidemment pas pour traiter la dépression et la schizophrénie comme les médecins de l'époque le pensaient. Lui seront aussi administrées des quantités fulgurantes de barbiturique. Là-bas, elle est surveillée en permanence et les méthodes de Morales, inspirées de l'armée allemande, rongent chaque jour son cerveau et sa santé mentale. Elle finit par sortir en 1941, la psyché fragmentée, et elle cartographie immédiatement son vécu traumatique dans Down Below. Un manifeste surréaliste dans lequel elle transfigure ses traumatismes à travers un univers onirique dénotant complètement avec le cauchemar qu'elle raconte. Dans ce livre, elle se décrit comme un cadavre livré au docteur Morales. Elle évoque aussi un viol subi par des soldats franquistes, une abominable réalité sous ce régime où les violences sexuelles envers les femmes considérées comme marginales ou communistes étaient systématiques. Non, elle n'était pas folle, juste profondément traumatisée et marquée par le contexte de la guerre. Le fait est que cet ouvrage est indissociable du tableau du même nom, réalisé plus tôt, en 1940, l'année de son internement. Une sorte de cartographie symbolique des événements vécus à Santander. Down Below, c'est un euphémisme pour évoquer ces événements, ce qu'il s'est passé en bas entre guillemets. Il existe aussi la carte de l'en bas, dessinée par Leonora à cette période, et quand on la regarde, on remarque que c'est très probable que le jardin du tableau s'inspire de celui de l'asile. Quant à la symbolique des personnages, c'est un peu plus complexe. Ils sont des figures hybrides représentant peut-être une psyché morcelée par la psychiatrie du docteur Morales, alors que Leonora sentait, comme narré dans le livre, la dépersonnalisation et les hallucinations l'envahir. Ils sont peut-être ces chimères de l'esprit, ces facettes de l'artiste, mais aussi possiblement des patients simplement déshumanisés, catégorisés par les médecins qui ne les comprenaient pas. Ils auraient été ici sublimés par le pinceau surréaliste de Leonora, les représentant en personnages mystérieux, hauts en couleur et extravagants, symboles d'intérêt et non de mépris. Une chose dont on est à peu près sûr par contre, c'est le rôle du cheval qui semble appeler les autres à le suivre. Une image déjà utilisée dans le récit Down Below comme une sorte de guide, une douceur salvatrice refusant la mort mentale infligée par le cardiazol. Je trouve néanmoins que le plus intéressant, c'est cette figure ailée qui regarde la scène, l'air blasé. Souvent, on la considère simplement comme une projection d'elle après l'asile, ou en tant que survivante suivant la période où le tableau aurait réellement été peint. Down Below, c'est un manifeste de résistance face à un système psychiatrique biaisé et autoritaire, qui considérait ses patients comme une matière première pour satisfaire un besoin de contrôle, rien de plus. Un manifeste de résistance se dressant aussi en face de la politique de Franco qui l'oppressait particulièrement. Je vous laisse tout de même observer à l'écran quelques œuvres que j'apprécie beaucoup qui suivent cette période. En septembre 1973, le Chili bascule suite à un coup d'État d'Augusto Pinochet, qui a renversé le président de l'époque. Il a été assassiné et remplacé par un dictateur soutenu par les États-Unis. Le but était que ce pays et ses alliés puissent profiter des ressources du Chili. Sauf qu'avec cet événement, on n'a pas affaire à une simple prise de pouvoir militaire. Non, cette fois-ci c'est le début d'une élimination radicale de toute opposition. Les stades deviennent des centres de détention. Les exécutions sommaires se multiplient dans les rues et même des célébrités de l'époque qui étaient importantes pour le pays se sont fait tuer. On a par exemple le musicien Victor Jara ou le poète Pablo Neruda. Durant cette période, les services de renseignement étrangers comme la CIA venaient briser toute aspiration socialiste dans la région. Le coup d'État a clairement montré que voter en démocratie ne suffit plus pour éviter les risques d'impérialisme. C'est dans ce climat qu'Oswaldo Guayasamín peint Lágrima de Sangre, qui signifie littéralement l'arme de sang.
Je peux vous dire que depuis que j'ai vu ce tableau, il est toujours resté dans ma mémoire. Contrairement à ses œuvres précédentes où les mains symbolisaient la lutte, cette fois-ci, elles sont squelettiques et contorsionnées. Elles ne sont plus actives mais traduisent au contraire un repli sur soi. Ou plutôt dans ce contexte, l'épuisement d'une nation dont la tyrannie a lentement siphonné toute l'énergie. Je pense que j'ai jamais vu une peinture représenter aussi bien le traumatisme. Tout dans la composition force à constater l'ampleur des séquelles laissées par une douleur qui s'est créée. Les pupilles contractées donnent l'impression que les yeux sont plus grands que ce qu'ils sont. La taille des mains squelettiques prend les 3/4 du tableau et leur position évoque un sentiment de passivité totale. Il n'y a aucun geste d'activité, mais seulement de l'impuissance. Les larmes signifient bien sûr la tristesse, mais ici, elles sont accentuées avec la couleur rouge, qui transforme ces larmes en quelque chose d'encore plus violent. Et puis, on a l'arrière-plan en noir. Il isole totalement la figure dans un vide. Il n'y a aucun horizon au paysage, on a juste l'individu face à son propre effondrement. Quelque part, en Louisiane, une maison attirait l'œil des voyageurs par ses panneaux de bois couverts d'insultes et de prophéties. Sur ces panneaux, on pouvait y voir des injures contre les femmes, d'autres des prophéties sur la fin du monde, ou même des schémas de vaisseaux spatiaux. Cet endroit, c'était la propriété de Royal Robertson, un homme qui a vécu reclus dans ce qu'il appelait la librairie du prophète. Son histoire n'est pas celle d'un artiste qui cherche la lumière ou la vérité, mais bien au contraire, c'est plutôt celle d'une rupture totale avec la réalité. Mais alors comment tout ça est arrivé? Déjà Robertson a quitté l'école très tôt. Vers 13 ans seulement, il commençait à s'intéresser à la peinture d'enseigne, un métier qui va donner à son art futur cette esthétique si particulière. Puis à l'âge de 14 ans, il a affirmé avoir eu sa première vision. Un vaisseau spatial futuriste piloté par Dieu lui-même, rien que ça. Cette obsession pour l'espace et la technologie ne le quittera jamais. En 1955, il a épousé Adele Bren, avec qui il aura 11 enfants. Mais après quasiment 20 ans de mariage, ils se disputent et sa femme le quitte. Pour Robertson, c'est le point de bascule vers un chaos mental irréversible. Dès lors, il va s'enfermer dans une solitude de paria. Il est détesté par ses voisins et il est dévoré par une rage misogyne qui la rattache directement à la rupture. Robertson devient persuadé qu'il est la victime d'une conspiration féminine mondiale et que la trahison de son ex-femme sera la cause directe de la destruction de l'humanité. Il l'appelle d'ailleurs plus par son prénom Adèle, mais la qualifie de Harlow, synonyme de prostituée. C'est dans son jardin qu'il va mettre toutes les pancartes, et il va également enregistrer avec une précision maniaque toutes les dates de ses visions. Maintenant, on peut regarder ses dessins de plus près. Son travail s'inscrivait pleinement dans ce qu'on appelle l'art brut, une production en marge des autres tableaux. Robertson travaille souvent sur du carton ou du bois, et il peut utiliser de la peinture comme des stylos-billes. Ses dessins sont saturés et ne laissent aucune place au vide. On y voit des vaisseaux spatiaux, des cités futuristes, mais aussi des monstres qui rappellent la culture populaire et la science-fiction. C'est particulièrement frappant dans ses calendriers obsessionnels où il transforme chaque case de date en un journal intime fragmenté. Il peut noter des souvenirs de son mariage mêlés à des jugements violents. On retrouve également cette tension dans ses portraits d'Adèle, où elle est représentée comme une figure menaçante. Elle est entourée de textes délirants et de bulles de BD qui semblent hurler sa rancœur. Mais le plus troublant dans son travail réside dans ces textes, où on retrouve souvent des diatribes agressives dénonçant les épouses infidèles. Ses œuvres sont souvent peintes des deux côtés, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter de produire, chaque centimètre servant à combattre les forces du mal qu'il croit voir partout. Plus tard, des médecins parleront de schizophrénie paranoïde, un diagnostic qui résume pas son œuvre, mais qui aide à comprendre pourquoi chez Robertson, la douleur s'est peu à peu transformée en un monde qui n'obéissait plus qu'à ses propres règles. L'extérieur était décoré de panneaux qui interdisaient l'accès aux, je cite, bâtards et aux putains. Dans sa maison, chaque mur était recouvert de dessins épinglés, dont beaucoup étaient des portraits de son ex transformés en sanctuaire, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il avait même instauré un rituel spatial complexe avant de laisser quiconque pénétrer dans cet espace qu'il considérait comme sacré. Tout ceci aura duré jusqu'en 1997, l'année où il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans.
Dans les années 90, une partie de la scène artistique chinoise s'éloigne des codes du réalisme traditionnel pour explorer une esthétique de la souffrance. Au centre de ce mouvement, on a un groupe d'individus qui appartient à ce qu'on appelle le réalisme cynique, un terme utilisé pour décrire un groupe d'artistes chinois qui réalisent des peintures satiriques sur la politique. Bien qu'on le rattache souvent à ce mouvement, le travail de Yang Xiaobin est plus viscéral qu'ironique. Ces tableaux présentent des corps et des visages qui semblent perdre leur intégrité physique. La peau est travaillée de façon un peu grotesque, souvent réduite à des nuances de rouge violent. C'est notamment le cas dans sa série de tableaux avec les personnages déformés qu'il a rendus célèbres. Les peintures sont envahies par un rouge omniprésent qui sert pas de décor mais devient le sujet même des tableaux. Les corps sont dessinés sans limite nette, ils se mélangent et s'étirent dans des postures de lutte. Xiaobin utilise des coups de pinceau larges et vigoureux pour figurer une chair flasque, comme si elle était battue d'un côté puis de l'autre. Les effets de coulure accentuent cette impression de décomposition. Tout ça donne un rendu que je qualifierais de grotesque. Dans ces tableaux, on voit des corps qui se battent, mais on ne sait jamais pourquoi, ni contre qui. Cette obsession pour la violence prend racine dans le parcours personnel de l'artiste, mais aussi dans son observation des mutations brutales de la société chinoise. Après la fin des grandes utopies révolutionnaires et les délusions politiques de la fin du siècle, il ne reste plus aucun récit héroïque auquel s'accrocher. On a juste le peuple confronté à une réalité brutale. Dans la Chine des années 90, l'image officielle reste fortement marquée par l'héritage de la propagande. On avait l'habitude de voir des figures majestueuses avec leur visage lisse et leur corps idéalisé. En allant dans cette direction chaotique, Xiaobin va en plein contresens des codes habituels. C'est plutôt difficile, voire même impossible de définir ce que représentent certains tableaux. Et je parle pas de comprendre en détail évidemment, mais au moins de savoir ce qu'on regarde quoi. Au début, je vous ai dit qu'on pouvait associer Yang Xiaobin au mouvement artistique concernant les satires sur la politique. Pourtant, quand on regarde ces toiles, le terme semble incomplet. Là où ses contemporains ont utilisé l'ironie ou le sourire moqueur pour critiquer la société, Xiaobin, lui, a choisi la douleur brute. Vous observez ici les toiles de l'artiste britannique Kim Noble, qui souffre depuis de nombreuses années de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui implique que sa psyché est fragmentée en de nombreuses identités qui vont prendre à tour de rôle le contrôle du corps. Ainsi, son art est divisé en 14 univers distincts, correspondant à 14 de ces innombrables identités qui sont artistes. Ces peintures sont donc définies à chaque fois par le langage d'un des alters qui habitent le corps. Noble affirme d'ailleurs dans un reportage qu'on lui a souvent reproché de ne pas avoir de style graphique, mais il faut avoir conscience que chacune des personnalités a son propre style. Ses œuvres sont par conséquent à considérer à la fois ensemble et indépendamment. Observez à l'écran les œuvres intenses de Judy, ses tonalités de sang séché, ses grattements à travers les nombreuses couches de peinture. Ici, les apaisants paysages de Patricia, qu'elle décrit elle-même comme très ennuyeux, affirmant qu'elle n'a pas grand-chose à dire à travers ces paysages modernistes. Quant à l'anonyme, elle fait généralement son apparition tôt le matin, travaille au couteau à palette pour représenter ces spectres denses, généralement dans une brume humide ou au milieu de l'obscurité comme un mirage spectral. L'univers de chacune des identités de Noble est très démonstratif, et vous parler de l'étendue de son art dans un format de ce type est absolument impossible. Dans un reportage de Vice sorti il y a quelques années, Noble explique que le trouble dissociatif de l'identité se révèle généralement à la suite d'un violent traumatisme, survenu la plupart du temps pendant l'enfance. Aucun de ses alters ne semble se souvenir de quoi que ce soit, à part Raya Brat, une fille de 12 ans qui peint des scènes abominables et tristement explicites à l'aide de couleurs flashy, contrastant complètement avec les scènes dépeintes. Je me dois de mettre les choses au clair immédiatement vu la gravité du sujet. On ne sait pas clairement ce qu'a subi Kim Noble dans son enfance, le TDI fragmentant aussi la mémoire. Patricia, la personnalité principale, celle qui s'occupe de la vie quotidienne par exemple, affirme que sa découverte des toiles de Raya fut particulièrement troublante et dans All of Me, le livre autobiographique de Kim Noble, on apprend malgré des détails très flous qu'elle aurait subi de violents abus sexuels durant son enfance. Elle se serait retrouvée aux mains d'un cercle pédophile de violents traumatismes qui auraient amené au développement du TDI. Raya, la seule à se souvenir de ces abus, essayerait de le faire comprendre aux autres identités. Ceci dit, s'il vous plaît, ne caractérisez pas les identités de Noble uniquement à travers leur trauma. L'art de Raya Brat est probablement le plus perturbant que j'ai vu de ma vie, mais l'art pour Noble est avant tout un moyen thérapeutique conseillé par une professionnelle qui l'a accompagné.
Son parcours a été marqué durant de nombreuses années par des diagnostics foireux, des étiquetages de psy qu'il a catégorisés à tort comme souffrant de schizophrénie ou du trouble de la personnalité borderline, par des tourments dont ses identités semblent avoir tenté de s'extraire en créant. Respectons cela. À la base, l'art des identités de Noble est un art-thérapie, pas une démonstration traumatique créée pour choquer. Je précise tout de même que je vous mettrai ces interviews en description si vous souhaitez vous intéresser de plus près à cet artiste dont l'univers est d'une complexité que je ne parviendrai pas à représenter dans un format de ce type. Né le 28 février 1886, José Gutiérrez Solana est l'un des piliers du mouvement que l'on appelle aujourd'hui l'Espagne noire. À 14 ans, il entre aux Beaux-Arts de San Fernando et a déjà une idée assez précise de sa propre peinture. Il ne se retrouve pas dans les productions de ses camarades et trouve que l'influence impressionniste les pousse à créer des toiles qu'il estime sans âme et sans caractère. Après les Beaux-Arts, José va se mettre à se promener avec son frère dans les quartiers populaires de Madrid et fait la rencontre du peintre Ricardo Barrora qui le pousse à errer encore plus dans les rues malfamées de la capitale, à constater ce qu'il se passe au-delà de son microcosme bourgeois. C'est à peu près à partir de là que Solana devient le peintre qu'on connaît aujourd'hui, ce peintre qui dépeint une Espagne noire, presque nécrosée à l'aube de la guerre civile. Ses toiles sont particulièrement froides malgré leur teinte brunâtre. Elles dépeignent les événements du quotidien de la plus triste des manières, parfois teintées de puissant symbolisme, parfois d'une lumière divine, comme si Dieu observait froidement les personnages sans leur apporter la moindre aide, et surtout, toujours teintées de la mort. Sa perception des événements est d'ailleurs hyper intéressante. Observez par exemple ce tableau d'une corrida, qui n'est pas dépeinte de manière épique contrairement à beaucoup de tableaux du genre. Ici, les toréadors boivent pour supporter leurs propres horreurs. La composition est chaotique. Mais au milieu de toutes ces œuvres, on retrouve une toile étrange qui n'a rien à voir avec l'Espagne. On y voit un homme déshabillé, attaché, lacéré, écorché de partout par des villageois. Une question demeure, pourquoi regarde-t-il le ciel l'air si apaisé, presque extatique ? En 1961, l'écrivain Georges Bataille présente dans son livre Les larmes d'Eros une série de photos extrêmement graphiques qui semblent l'obséder. Il avait une vision très étrange du beau, qu'il décrit comme à la limite de l'insupportable. Pour lui, le beau avait quelque chose de morbide, qui touche à nos émotions les plus profondes, qui met mal à l'aise pour d'imperceptibles raisons. C'est dans ce contexte qu'il partage cette fameuse série de photos, sur lesquelles nous observons un homme se faire écorcher, semblant alors en état d'extase complète. C'est précisément ce contraste qui a fasciné Bataille et qui semble avoir fasciné Solana, potentiellement pour des raisons similaires. Je tiens tout de même à préciser que Bataille n'a pas pris ces photos lui-même. En vérité, la série principale date de 1905 et elle aurait été capturée par des soldats français. Cette dernière immortalise l'exécution de un ancien garde mongol accusé d'avoir assassiné le prince de Mongolie, l'un des derniers cas documentés de une technique de torture et d'exécution chinoise déjà pratiquée au cours de l'histoire par de nombreuses dynasties. Une technique à la limite de l'extase. Le c'est donc une technique de torture ancestrale déjà pratiquée en Chine depuis plusieurs siècles. Un supplice étrange destiné à condamner à mort des criminels particuliers. On écorchait alors progressivement la chair du condamné, ses organes, ses muscles, tout en essayant de le maintenir conscient le plus longtemps possible en le shootant à l'opium pour ne pas qu'il perde conscience à cause de la douleur, pour qu'il se sente progressivement partir dans une perception nébuleuse et incompréhensible de sa propre mort. C'est là que se situe cette ambivalence morbide qui fascinait Bataille au plus haut point. L'homme ne semble pas souffrir, car à l'extase, la soupe chimique extatique imposée à son cerveau par l'opium prend le dessus. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive et ne souffre pas complètement. Il est dissocié de ses lacérations, ne pleure pas, n'hurle pas, ce qui rend évidemment ces photos particulièrement perturbantes. Il existe pas mal de photos de Ling Shi immortalisant des cas différents et d'ailleurs il faut savoir qu'elle tournait déjà à l'époque dans des cercles de collectionneurs du morbide ou de férus de torture bizarres. Bataille lui-même disait les avoir obtenus de son psy en 1925, ce qui ne semble pas vraiment avoir été le cas, il les aurait en vérité découverts en 1934 dans le nouveau traité de psychologie de Georges Dumas. Mais là n'est pas le débat. Quant à l'œuvre de Solana, elle est peinte en 1930, donc bien après que les visions de ce supplice arrivent en Europe. Avec ses photos, mais aussi avec de nombreuses séries de cartes postales à l'aquarelle directement venues de Chine qui visaient à choquer et qui dépeignaient toute forme de torture et d'humiliation bizarre. Comprenez par là que ces images tournaient à la manière des contenus chocs d'aujourd'hui. Mais elle, au moins, avait le mérite d'avoir cette valeur de témoignage historique. Un témoignage historique macabre que Solana a reproduit avec son style habituel, avec froideur,
ténèbres et même avec une forme de mélancolie. En effet, l'émotion du condamné est plus douce, plus consciente que sur les photos d'origine. On discerne même un œil ouvert, dubitatif, représentant à la perfection cette incompréhension, ce contraste entre la souffrance et l'extase. Un beau à la limite de l'insupportable. On est bien d'accord que vous n'auriez pas forcément eu besoin de connaître le background de ce genre d'images pour les trouver perturbantes. Vous comprenez donc qu'il y a une énorme différence avec l'horreur d'un Lost Media ou d'un mystère internet qu'on peut avoir l'habitude de traiter sur nos chaînes. Là, on a une image qui finit par devenir le symbole du passé obscur d'un peintre, d'un mystère ou de n'importe quel élément perturbant qui pourrait être approché de près ou de loin à la toile. À ce moment-là, on peut presque dire que notre mémoire visuelle sera hantée par ces éléments. De la simple vision d'une toile émergera à nouveau cette face cachée. Il y a une puissance dans l'image, une expression visuelle qui peut rendre l'horreur concrète et l'imprimer en nous. En plus de ça, certaines peintures ont un côté troublant dans le bon sens du terme. On a envie de croire qu'au moment de leur création, elles ont pu permettre aux auteurs et autrices de se soulager d'un poids qu'ils avaient en eux, ou simplement de trouver un peu de réconfort. On en a déjà parlé au cours de la vidéo, mais vraiment, on insiste. Ne voyons pas les artistes qui ont potentiellement essayé de représenter leur douleur uniquement à travers le prisme de leur traumatisme. Je vous invite aussi à aller juste observer certaines toiles sur internet pour élargir la vision de certains artistes. Beaucoup de peintres ont changé d'univers graphique de nombreuses fois, et retracer l'histoire d'un artiste productif à travers ses tableaux, c'est vraiment intéressant. Cette vidéo aura pris pas mal de temps, on espère sincèrement que vous aurez passé un inquiétant ou un agréable moment si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à aider la vidéo avec un commentaire ou à vous abonner à nos chaînes respectives si vous avez bien aimé. À bientôt.